Ça fait plaisir de voir ce logo, hein, il nous avait manqué quand même depuis 6 mois. Et donc on est très heureux vraiment de vous retrouver là tous ici, aussi nombreux, pour cette nouvelle saison de Start Meetup qui démarre à partir d'aujourd'hui et qui couvrira aussi l'année 2020. Donc je remercie en fait les écoles, les startups, les entreprises, les partenaires qui sont venus en fait pour cette session. Qui est devenu un peu un rituel aussi au niveau de l'écosystème. Et je remercie en particulier Enedis. C'est un jour un peu particulier avec Enedis parce que c'est un partenaire de longue date du village. Et aujourd'hui, ils sont parmi nous pour une session un peu spéciale. Et je vais laisser la main en fait à Stéphane qui va nous expliquer un petit peu la démarche. Bonjour à tous et à tous, Stéphane Charles. Je suis membre du comité de direction de Alsace-Franche-Comté. Donc on est très heureux d'être là, on est partenaire depuis 2016. Pour nous c'est très important d'être en lien avec nos territoires. Bonjour à tous. En lien avec nos territoires, avec tout l'écosystème qui forme ce territoire. On est en configuration qui est bien sûr complexe. Complexe pourquoi ? Parce qu'on a des équipes qui sont engagées sur le terrain depuis donc jeudi. Pour remettre les legs suite à un gros épisode de neige sur le sud, et on est en pré-alerte sur Grenoble et Marseille pour ce week-end, et malgré ce on garde de la disponibilité pour accompagner notre organisation sur du management impliquant. Comment travailler plus agilement, différemment, comment on s'adapte à cet écosystème, à ce territoire, à ces besoins clients qui sont de plus en plus rapides et en interaction. Donc c'est vrai, dans un monde ultra connecté où on est connecté par différentes sortes, comment on garde une connexion avec soi et avec ses propres collaborateurs et avec ses propres clients, pour nous c'est un enjeu premier. Merci à toi Stéphane, je crois qu'on peut applaudir Enedis, hein, ils ont vraiment une belle démarche. Donc je vais laisser la parole en fait à Damien qui va nous expliquer alors c'est quoi Damien cette super saison 3 de Start Meetup. Ouais, bonjour à tous, juste comme ça, c'est pour qui la première fois un Start Meetup ? Ok, génial, bienvenue, vraiment merci. Peut-être 2 mots pour vous dire un peu comment on fonctionne avec Thomas et ce qu'on cherche à faire. Nous on mène un combat, et je dis combat vraiment à dessein, qui consiste à lutter contre l'idée qu'une start-up, si elle naît en Franche-Comté, doive soit restreindre ses ambitions, soit déménager. Ça nous est insupportable. Et du coup, ce qu'on fait... Ah oui, pardon, ouais, j'étais peut-être... Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'importer le plus possible des éléments de culture, des éléments de méthodologie, des acteurs, des exemples, des éléments inspirants que vous puissiez traduire dans les faits tout de suite dans vos projets, ici en Franche-Comté, pour assumer complètement l'idée de pouvoir enclencher des projets à très forte croissance, très rapidement, qui puissent effectivement exploser dans le bon sens du terme. On le fait cette fois-ci depuis... on attaque la 3e année, la 3e saison. Et cette année, on a mis l'accent vraiment sur l'entretien commercial, parce que ce qu'on constate des projets qu'on accompagne, c'est que, bien sûr, la plupart du temps, vous arrivez à trouver votre marché des sensibilités, vous arrivez à construire des offres, à les bâtir. Et pour autant, au moment de transformer l'essai dans le huis clos de l'entretien commercial, eh bien, on perd un peu de temps, on ne transforme pas exactement autant qu'on aurait pu parce qu'on rate en fait des petites opportunités. Et cette nuance-là, quand on a une start-up, c'est plaie mortelle. C'est mortel parce que dans un schéma d'hypercroissance, quand vous allez chercher en fait de la finance, notamment sur des tours de financement avec des fonds propres, ce qu'on appelle des séries A, eh bien, il y a un taux de sélectivité qui est de 5 pour 1000, 5 projets investis pour 1000 reçus. Et donc, soit vous êtes exceptionnel, soit vous êtes mort.
Et donc du coup, gratter un mois ou gratter 15% de plus ou de moins à la transformation, c'est ce qui fait que votre projet il va ou pas aboutir ou mourir. Voilà. Et donc on s'est dit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on construise autour de cet enjeu-là pour vous donner un peu plus de clés et puis pour justement que vos projets, vos idées, que ces innovations, non seulement elles aboutissent sous forme sociétale, mais qu'elles perdurent. Voilà. Et donc ce thème, finalement, cette saison, on l'a décliné de manière finalement assez logique à partir du moment où on a présenté, on a touché le thème, qui était de dire comment on prépare l'entretien, comment on le déroule et comment surtout on capitalise et on rebondit sur l'entretien commercial. Et voilà. Et on est très heureux d'avoir deux intervenants. Je n'en dévoile pas trop, ils se présenteront, mais vraiment, vraiment merci les gars d'être là. On est très très heureux et j'ai presque envie qu'on commence. Donc je vais peut-être... Alors juste peut-être avant d'appeler nos intervenants, je voulais vous présenter quelqu'un qui nous a rejoint dans l'équipe village. C'est Laetitia, voilà, qui est arrivée en fait depuis cet été et qui nous accompagne maintenant au quotidien dans le village. Peut-être juste tu veux peut-être dire un mot. Pour moi, c'est pas mon premier Start Meetup, mais c'est mon premier Start Meetup de ce côté-là. J'ai eu la chance d'assister, comme certains d'entre vous, à d'autres Start Meetup dans les saisons passées. Je sais à quel point c'est riche et je suis sûre que cette saison va l'être encore plus. Bonne conférence à tous. Ok, merci Laetitia. Donc sans plus tarder, je crois qu'on peut appeler en fait nos deux intervenants du jour. Comme d'habitude, on va aller chercher les meilleurs. Donc j'appelle à la scène Monsieur Jérôme Gradjosic et Monsieur Florian Pouvreau. Sous applaudissements évidemment. Donc voilà, donc le temps qu'on puisse faire les raccords d'ordinateur, peut-être que vous présentez. Bonjour à tous, je vais commencer comme ça tu peux préparer ton ordinateur. Donc moi c'est Florian Pouvreau. Pour vous raconter très rapidement ce que je fais et ce que j'ai fait, j'ai commencé à générer du lead et à trouver des clients et les closer à 16 ans. À 16 ans, je vendais pour des sociétés de la finance des leads sur Internet. Aujourd'hui, j'en ai 33, j'ai créé 7 entreprises, dont une que je suis en train de créer en ce moment. Et systématiquement, en fait, le plus en plus important, c'est la conversion. C'est aujourd'hui une entreprise, ça veut dire avoir des clients, ça veut dire convertir, ça veut dire faire du chiffre d'affaires. Donc c'est l'importance du processus client, de savoir amener le plus rapidement possible un inconnu à avoir envie d'avoir de l'intérêt pour vous et à closer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de pouvoir en discuter avec vous, avec du retour d'expérience. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous voyez déjà un détail. Je sais que Florian a dit bonjour à toutes et à tous. Moi je dis bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il y a autant de marchés qu'il y a de clients. Très heureux d'être avec vous. Et donc pour me présenter, ça va faire bientôt 27 ans que je consacre ma vie au process de décision d'achat. J'ai créé ma société de formation commerciale. Depuis, j'ai dû former 13 500 commerciaux, écrire 15 livres, intervenir dans différents endroits. Et c'est vrai que vous faites un métier qui est passionnant, riche. Et voici en quelques mots pour me présenter. J'aurais déjà une question. Qui dans cette noble assemblée veut être heureux? Levez la main. Formidable, c'est déjà très bien parti. Deuxième question, qui dans cette noble assemblée veut rendre heureux? Ah, toutes les mains ne se lèvent pas. En tout cas, les personnes qui ont levé la main deux fois, vous réussirez. Vous réussirez. Je vous propose de vous applaudir vous-même. Alors, très heureux d'être avec vous dans votre région, votre si belle région de Franche-Comté. Et je remercie grandement, nous remercions, Thomas Vigreux, Damien Couval, Stéphane Charles et Laetitia de nous avoir permis d'être avec vous, de partager durant à peu près 1h50 cette matinée. Et ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de nous rappeler ce que nous allons partager ensemble. Alors, réussir l'avant-entretien, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment optimiser la préparation donc, de vos entretiens pour accroître l'activation et l'acquisition de vos futurs clients? Vous voyez les deux mots activer et acquérir. C'est vrai qu'il faut d'abord attirer l'attention, montrer qu'on existe. Collecter les données de vos clients, le carburant de la réussite. Comprendre l'univers du client, on va voir un certain nombre de choses, je vous proposerai un jeu tout à l'heure. Identifier ses problématiques et bien cibler ses attentes. Et là, Florian va nous apporter beaucoup. Et puis, adopter les codes et le langage du client. C'est vrai, il faut parler le client.
Or, il y a autant de clients qu'il y a de personnes, et donc chacun a bien sûr sa façon d'être et de vivre. Voici le thème. Est-ce que nous sommes tous là pour cela? C'est bon? Pas d'autres attentes? On continue. Florian. Alors, moi j'aime bien, généralement avec une assemblée, quand on est en train de vous présenter quelque chose, c'est de faire un pacte. Donc on va faire un pacte ensemble, et ce pacte, tout simplement, c'est celui-ci. Nous, ce qu'on va partager avec vous, c'est des convictions, c'est de l'expérience. On va vous donner des petites méthodologies, mais on va surtout vous donner notre vision de l'approche client, notre vision du parcours d'un client. Ce qu'on va vous apporter, justement, c'est des idées, vous demander de vous questionner. Il y aura un petit moment à la fin où on va répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à vous questionner, à nous poser des questions. Et surtout, en fait, très souvent, on a cette métaphore où on dit aux gens, plutôt que quand quelqu'un a faim, plutôt que de lui apprendre ou lui donner du poisson, on va l'apprendre à pêcher. Et cette métaphore, en fait, elle va pas assez loin dans la vente, puisque si vous apprenez à quelqu'un à pêcher qui se retrouve en pleine forêt sans lac, il va pas pouvoir manger. Ce qu'on va essayer de vous apprendre aujourd'hui, on va pas vous apprendre à pêcher, mais en fait, on va vous apprendre à savoir si vous voulez être cueilleur, pêcheur, chasseur, en fonction de votre environnement, en fonction de votre activité, en fonction des clients que vous avez envie de toucher. Donc on ne va pas que vous donner des tips et des méthodos. La première raison, c'est que la plupart du temps, quand vous allez sortir, vous n'allez pas les utiliser. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de vous expliquer comment vous devez réfléchir votre processus client de façon à ce que vous soyez capable de créer votre propre stratégie pour aller chercher des clients. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est plus important que de donner des méthodologies. Maintenant, si vous avez des questions, on pourra répondre assez facilement à des types de méthodologies. Mais l'important, c'est de savoir comment créer sa stratégie. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Je me souviens, il y a déjà quelques décennies, quelqu'un m'avait dit « Aimer le commerce, c'est aimer la vie ». Ah bon? Et dans toute relation client, je vous propose de faire, avec Florian, nous vous proposons de faire un comparatif avec la relation amoureuse. Ah! Je pense qu'on a tous connu au moins une fois cela dans notre vie. Une dame croise un monsieur croise une dame, coup de chance, un flash. On ose adresser la parole, on propose de boire un verre, tout dépend du lieu. On obtient le 06, on va au cinéma, on invite au restaurant, on sort ensemble les plus si affinités. Finalement, on fonde une famille, on se marie. Ça vous rappelle quelque chose? Pas d'objection, nous sommes d'accord. Tout cela est possible parce que les deux personnes s'aiment. Je vous propose cette définition. Vouloir aimer, c'est vouloir réagir pour la satisfaction et l'épanouissement de l'autre. Aimer quelqu'un, c'est vouloir sa réussite. Aimer quelqu'un, c'est vouloir contribuer à sa satisfaction et surtout à son épanouissement. Vous aimez vos clients et donc vous avez l'ambition légitime de contribuer à leur satisfaction et à leur épanouissement. Mais avec Florian, on le disait, c'est comme dans la vie. Il ne faut pas griller des étapes. Exactement. Alors, ce qui se passe très souvent, il y a deux choses. Quand vous allez rencontrer un client, quand vous êtes dans votre processus commercial, vous allez vouloir, ou le client va vouloir aller trop vite dans la relation. Et donc, vous allez, souvent ce que je dis, vous allez vouloir embrasser ou vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est le fait des nouvelles méthodes de prospection. On vous dit, surtout si vous utilisez Calendly, envoie ton lien Calendly, envoie ton calendrier, ton agenda, et puis essaye de le closer. Ça ne va pas fonctionner si vous n'êtes pas dans la bonne intensité relationnelle avec le client. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut apprendre finalement à passer chacune de ces étapes avec votre client, tout en sachant que votre client, il fait aussi son processus de son côté à essayer de trouver une solution pour résoudre son problème. Puisque c'est ça, on le rend, on essaye en tout cas d'avoir de la satisfaction et lui donner de la satisfaction en allant résoudre soit un problème ou en lui rendant accessible une opportunité pour lui. Sinon, s'il n'a pas de problème et il n'a pas d'opportunité, a priori, il n'a pas de besoin. Et la problématique, c'est que des fois, on essaye de aussi forcer un besoin qui n'a pas encore été identifié. Donc ça, c'est très important d'essayer de raccourcir au maximum le moment où la personne, elle ne vous connaît pas,
et où elle a envie, votre client a envie de fonder une famille professionnelle avec vous et avoir des enfants, en tout cas avoir un projet commun. Voilà. Alors pour matérialiser mon propos, je me tourne vers vous, madame. Je vous propose un instant de cauchemar. Je vous fais la cour. Vous avez remarqué que madame ne conteste pas que c'est un instant de cauchemar. Hein. mais, supposons que je commence à vous faire la cour, il va falloir que je respecte des étapes. Et si je ne les respecte pas, je vais me prendre un râteau formidable. Vous affirmez, vous confirmez. Très bien. Comme vous l'avez vu, on est en mesure de... Moi, je vais de manière itérative retranscrire les précieux conseils de Florian. Et à l'issue donc de notre rencontre, je pourrais transformer le fichier en PDF. Je le transmets à Thomas, à Damien, à Stéphane, et ensuite, vous pourrez aussi le recevoir si vous le souhaitez. Voilà. Sachant, bien sûr, prenez des notes, puisque tout ce que j'écris, vous n'avez pas forcément le même intérêt. Alors, nous vous proposons le parallèle avec la relation amoureuse. Eh bien, vous connaissez cette phrase d'Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est rajouter à la misère du monde ». Et c'est vrai qu'on peut se planter parce qu'on n'emploie pas les bons mots. La difficulté, c'est d'arriver à vaincre l'ignorance du client. Il ne sait pas que nous existons. Nous avons un site internet, nous lui envoyons un email. Nous ne sommes pas tout de suite en communication, ce n'est pas vrai. Je vous propose, avec Florian, tout un ensemble d'étapes que nous allons commenter tout au long de cette matinée. D'abord, on est en reliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous le verrons. Puis ensuite, on sera en contact. Je dénoncerai tout à l'heure une imposture de Facebook qui dit qu'on a des amis. Pas amis quand on a accepté une invitation, c'est pas vrai. On est en contact. Ensuite, il faudra se mettre en connexion, puis en relation, et en communication, et enfin même en communication. Bon, le mot n'existe pas, c'est un néologisme dont nous sommes convenus. Mais voici les différentes étapes, et si vous en êtes d'accord, nous allons commenter ces différentes étapes pour devenir soit cueilleur, soit chasseur, soit pêcheur. Et à chaque fois se poser la question, est-ce que j'utilise les bons messages pour être dans une reliance suffisamment motivante, pour donner envie d'entrer en contact, en connexion, en relation, en communication. Et c'est exactement la même chose dans la relation amoureuse. Je vous rassure, je ne pratiquerai pas la même chose à votre endroit, madame. Voilà. Alors, ouais. Je voudrais ajouter, on est tous conscients qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils pour aller finalement avoir un contact, avoir une connexion, rentrer en contact avec la personne, avoir une communication. Les outils, et je sais que surtout dans l'environnement start-up, c'est très important, mais c'est absolument pas ça qui fera le succès de votre entreprise. Et ce qui est important, c'est de se poser les questions de comment je vais créer un contact rapidement, comment je vais faire une connexion, on verra les descriptions, hein. Mais ne passez pas beaucoup de temps sur les outils, posez-vous surtout votre question, c'est quel est le process pour que le plus rapidement possible, je sois en communication avec mon client, qu'on ait compris, qu'on ait envie de travailler ensemble. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, je vous ai promis 2 points et j'en ai donné qu'un. Le deuxième, c'est que tous les clients ne sont pas des bons clients pour vous. Dans la relation amoureuse, on choisit son partenaire, en tout cas on essaye. Dans une entreprise, c'est important aussi de savoir qui on a envie de toucher, qui on a envie d'avoir en client, puisque plus vous serez avec des clients dans lesquels vous aurez une connexion, on va même aller beaucoup plus loin, une communication, plus finalement ça sera facile d'aller chercher, tout à l'heure on a parlé d'hypercroissance, d'aller chercher de l'hypercroissance, puisque vous aurez identifié les clients avec qui ça fonctionne bien, avec qui vous pouvez multiplier votre processus de vente et avec qui vous pourrez du coup avoir une entreprise qui va se créer. Et derrière, vous pourrez aller chercher d'autres verticales ou d'autres sujets. Donc nous disons avoir les bons mots aux bons endroits. L'essentiel étant de faire ce parcours le mieux et le plus vite possible. Toutefois, je vous propose de revenir sur une réalité. À savoir, nous sommes faits de chair et de sang, et lorsque je mets des messages sur Internet, je m'adresse à une personne qui a un cerveau. Si. Et je vous propose de nous rappeler quelles sont les 3 fonctions d'un cerveau. Vous les connaissez. La première fonction d'un cerveau, c'est d'assurer notre survie. Je vous propose le mot, effectivement, sécurité.
je vous propose, avec Florian, une première question. Est-ce que mon offre est déjà suffisamment rassurante ? On a tous été sur des sites internet, on trouvait que c'était intéressant, puis finalement on n'a pas acheté parce qu'on ne se sentait pas suffisamment sécurisé. À plusieurs reprises, nous reparlerons d'Amazon. Dès qu'un client est insatisfait, tout de suite il ne discute pas. Il vous renvoie le produit, il vous rembourse, mais il ne faut surtout pas que le client soit en situation d'insécurité. Première question, est-ce que j'apporte suffisamment de preuves que mon service apporte les preuves et les résultats pour que mon client se sente en sécurité ? Deuxième fonction, à votre avis. Pourquoi vous revenez vers vos meilleurs amis ? C'est parce que vous ressentez du... Bravo, j'ai entendu le mot plaisir. Alors, le mot plaisir est un mot générique. Parce qu'il y a bien sûr le plaisir physique, alimentaire, etc. Mais il y a aussi le plaisir psychologique, relationnel. On aime bien être au contact de gens qui nous font rire. On aime bien être au contact de gens positifs. Puis aussi le plaisir intellectuel, puis aussi même le plaisir spirituel. En vérité, c'est fascinant le cerveau. Le cerveau a besoin de ressentir du plaisir. Et vous savez pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'on a constaté qu'au niveau du cerveau, la fabrication de neurones et de connexions neuronales est accélérée. Or, plus j'ai de connexions, plus vous avez de connexions neuronales dans votre cerveau, et plus vous êtes intelligent. Si. Plus vous avez de connexions neuronales, plus vous aurez d'idées pour vous sentir en sécurité, et plus vous avez de connexions neuronales pour assurer la troisième fonction. Là encore, autre question, est-ce que mes clients, mes futurs clients, ressentent un certain plaisir à être avec moi ? Enfin avec moi, avec mon site, avec mon entreprise, avec mes produits, mes solutions. Quel est le niveau sur une échelle de 0 à 10 ? Là, on peut faire des groupes tests, etc. Mais sur une échelle de 0 à 10, quel est le niveau de plaisir que j'apporte ? Et une chose est sûre, si je ne suscite pas de plaisir, mon client ne reviendra pas. Parce que l'être humain obéit au principe de plaisir. Et on doit susciter beaucoup de plaisir, là, j'espère, hein, parce que c'est le défi. Ou beaucoup de questions. Voilà. Un commentaire, Florian, là-dessus ? Je le ferai à la fin. J'attends. Et troisième fonction du cerveau, à votre avis ? C'est pour ça qu'on se retrouve maintenant à près de 9 milliards sur Terre. C'est pour ça que tous les sommets, toutes les montagnes ont été conquises. C'est pour ça que la science a fait reculer les océans de nos ignorances. C'est pour ça que les riches veulent être encore plus riches. Pardon ? Alors, challenge, oui, effectivement, tu as raison, Eric. Je propose ceci. Alors, c'est un mot, on peut prendre plusieurs mots. L'épanouissement de soi et pour les autres. L'être humain est un être ici de besoin, mais il est aussi un être de désir. Le problème du désir, c'est qu'il est sans fin. Là encore, autre troisième question, c'est se dire en quoi ma solution va contribuer à la réussite, au développement, à la réalisation de soi. C'est vrai que qui va acheter des biens sur Amazon ? Bon, voilà. Quand vous allez acheter des biens sur Amazon, qu'est-ce qui se passe ? Vous achetez des biens intermédiaires qui vont contribuer à la réalisation de vous-même. Soit pour ressentir plus de plaisir, de confort, pour vous valoriser, pour faire plaisir aux autres. Mais voilà, voici les 3 fonctions du cerveau. Et quand nous sommes, moi client, vous client, derrière votre écran d'ordinateur, votre cerveau mouline en permanence. Est-ce que je suis en séminaire ? Est-ce que je ressens du plaisir ? Est-ce que ça va contribuer à l'épanouissement de moi-même et de ceux que j'aime ? Exactement. Alors, ce qui est important, tout à l'heure on a parlé, on a un peu sondé, en termes de méthodo, vous êtes en train de lancer une entreprise, je vais vous donner une anecdote. Donc moi je suis en train de lancer avec un associé et je lui expliquais comment on allait créer de la conversion, comment on allait être sûr qu'on allait avoir des clients qui allaient revenir systématiquement. Et bien effectivement, alors le premier pilier, c'est de faire une promesse très très forte. Vous en avez sans doute entendu parler, puisque aujourd'hui, si vous lisez de la littérature sur les startups, tout le monde parle de promesse. Mais une promesse, c'est quoi ? C'est le point 2, c'est finalement d'aller chercher le plaisir personnel de la personne. C'est-à-dire que peut-être que l'entreprise, par exemple, elle a besoin de clients,
Mais si votre interlocuteur, c'est le dirigeant, si votre interlocuteur, c'est le directeur commercial, ça reste un humain en face de vous. Et cet humain-là, il a des besoins, des plaisirs, il veut avancer dans sa carrière. Et donc, il va falloir trouver la promesse qui lui parle à lui. C'est-à-dire que si vous avez différentes typologies de clients, il va falloir avoir une promesse pour chaque personne et essayer de comprendre finalement quel est son plaisir. Le deuxième, c'est que tout le monde, et ça c'est notre premier réflexe, c'est la sécurité. La sécurité, on a la chance, quand on commence à avoir plein de clients, c'est pour ça qu'il faut très vite dans votre start-up d'être au contact d'éventuels clients, c'est d'identifier quels vont être les points de friction qui va faire qu'ils ne vont pas acheter. Alors, le prix n'en est pas un. Déjà, on va retirer ça. Le prix n'en est pas un. Si aujourd'hui votre prix ne fonctionne pas, c'est que le plaisir et l'épanouissement n'est pas, donc la valeur n'est pas suffisante à votre sécurité. Par contre, est-ce que ça va rentrer dans mon environnement ? Est-ce que vous allez m'accompagner ? Est-ce que je vais être tout seul ? Est-ce que je vais le comprendre ? Est-ce que je vais pouvoir le lancer ? Ça, c'est des points de sécurité. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sites internet, on a la chance d'avoir des vidéos, on a YouTube. Donc en fait, on va pouvoir, puisque votre client va faire 70% de son processus commercial tout seul, on va pouvoir finalement débloquer ces points de sécurité. Et l'épanouissement de soi, c'est votre travail de closing. En fait, quand vous allez être au téléphone avec la personne, c'est à ce moment-là qu'il va falloir que la personne sente qu'elle va s'épanouir dans la relation qu'on va avoir ensemble. Et finalement, le closing, si vous avez bien fait votre travail avant de sécurité et de plaisir, vous avez bien identifié quel était le plaisir et la sécurité, bah c'est simplement de rassurer et de dire ensemble on va s'épanouir, ensemble on va faire quelque chose de bien. Et ensemble, ça ne veut pas dire ma société et votre société, ça veut dire toi et moi, on est des personnes. Et là, la personne va avoir confiance en vous et vous allez pouvoir closer. Si vous avez des processus 100% automatisés, on peut faire la même chose avec des séries d'emails, avec des séries, des landing pages, des démonstrations avec un bon onboarding, etc. Pour ceux qui font du logiciel, puisque c'est vraiment sur ça que je travaille beaucoup. On peut le faire en 100% automatique, mais avant de le faire en 100% automatique, il va falloir faire du one-one pour bien identifier ces épanouissements qu'on a besoin d'avoir sur la personne qui va choisir la solution. Et donc, par rapport à cela, ce que je vous propose, parmi les jeunes étudiants qui sont ici, je vous propose de vous délivrer un message. Moi, si on me l'avait appris quand j'avais votre âge, peut-être que j'aurais mieux savouré l'existence. Est-ce que vous sauriez nous rappeler finalement en quoi ça consiste d'être heureux ? Je vous propose quelque chose ? Je vous propose, hein, on vous propose quelque chose. Qui connaît la notion, jeunes gens, de congruence ? Voilà. Allez, on y va. Lorsque l'on est un être humain, une jeune femme, une femme, un jeune homme, un homme, est en congruence, il est heureux. Ça veut dire, quand il est en harmonie entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est pour ça que je vous ai proposé l'image de l'alignement des planètes, lorsque ces 4 fonctions cognitives sont dans l'alignement, on est heureux. Quand vous êtes totalement... Ici, par exemple, il y a des jeunes gens qui ne sont pas en congruence parce qu'ils préféraient être ailleurs, ce qui est tout à fait légitime. Mais vous voyez, dès qu'on n'est pas dans l'alignement des planètes, on est en situation on n'est pas en situation optimale. Et donc, tout le défi de votre process commercial, c'est d'offrir cet alignement. Que ressent mon client ? Qu'est-ce qu'il pense ? Donc, il faut l'écouter, on y reviendra. Exactement. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il va falloir là aussi le questionner. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vous propose même un mot très important, ce qu'il fait, ce qu'il veut vivre. Quand vous vivez ce que vous voulez vivre parce que vous le ressentez, vous êtes heureux. Voilà, qu'est-ce qu'il veut vivre ? Alors, ouais, ces mots-là, en gros, c'est ce qui fait un succès. Hein. Il n'y a pas beaucoup... Quand vous avez compris ce que votre client pense, alors souvent je le dis quand on a nos discussions, je lui dis en fait tout se passe dans la tête de la personne. C'est pas l'entreprise qui prend une décision, c'est une personne qui est en train de prendre une décision et ça mouline dans sa tête.
bon, je ne sais pas si vous connaissez la PNL, où il y a des techniques de persuasion. Ce qui est important, c'est d'écouter, puisqu'en fait, ce qu'il est en train de penser, ce qu'il est en train de dire, ou les blocages, ou ses réactions. Si vous voulez faire de la PNL, vous verrez qu'il y a aussi des accès oculaires, mais ça, on ne l'a pas au téléphone. C'est ce qu'il dit. En fait, il dit des choses, il dit des mots, il utilise des mots. Il ne va pas vous dire, par exemple, c'est trop cher. Il peut vous le dire, et c'est bien de faire un pacte avec votre prospect au téléphone. Si c'est trop cher, dites-le moi. S'il y a un problème, dites-le moi. Mais il va utiliser d'autres mots. Il faut que j'y réfléchisse ou des choses comme ça. Et mais en fait, là, vous savez qu'il y a un blocage. Donc, creusez le blocage. Si vous dit qu'il faut qu'il y réfléchisse, attendez, si vous êtes au téléphone avec lui, c'est qu'il avait déjà acheté votre solution. Sinon, il n'aurait pas pris le temps d'être au téléphone avec vous. Donc, si à la fin du closing, il vous dit qu'il faut que j'y réfléchisse, c'est qu'il y a un blocage. Cherchez-le. Alors, quand vous savez que c'est le prix, dites-le. Généralement, c'est le prix. Est-ce que c'est ça qui pose problème? Ou c'est ce qu'il ressent. Il n'a pas reçu d'émotion. Vous ne l'avez pas rassuré. Vous n'avez pas créé une émotion. Ça se sent de toute façon quand on est en congruence avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment des mots importants. C'est simple, mais c'est ça qui fait le succès. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est aussi l'action. Si quelqu'un vous pose un lapin pour un processus commercial, il ne vient pas à un rendez-vous, il n'est pas prêt. On le verra après. On va le nurturer, on va lui donner d'autres informations, mais il n'avait pas la confiance. Donc perdez pas du temps. Souvent, je dis un truc qui est un peu choquant pour mes équipes, mais je dis, moi, j'ai personne au téléphone tant qu'il ne vénère pas ma solution. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la personne, elle est prête à être au téléphone avec moi. Et tant que c'est pas elle qui est demandeuse, je ne l'ai pas au téléphone. Alors, je rebondis sur ta phrase un peu provocante, qui est le Saint Graal. Hein. Je ne prends pas quelqu'un au téléphone tant qu'il ne vénère pas ma solution. Pour qu'il la vénère, il a quand même fait un chemin. Et on va tout reprendre depuis le début. On a beaucoup de choses à apprendre de toi. Voilà. Comment attirer l'attention d'une personne que nous aimons et ou voulons aimer, qui ne sait pas que nous existons? Et je propose même cette autre question. Comment attirer son attention et prouver que notre existence va lui être utile? Et finalement, c'est un peu aussi le début de votre équation. Florian. Alors, la façon la moins intéressante pour vous d'attirer l'attention de quelqu'un, c'est de penser que vous savez ce qui se passe dans sa tête et qu'il a un besoin. Et ça, c'est une technique qui existait longtemps. Je pense que vous avez déjà entendu beaucoup de personnes qui disent « je sais mieux que mon client ce qu'il pense, de ce dont il a besoin ». C'est plus vrai aujourd'hui puisqu'on a la chance d'avoir Internet. Encore une fois, on a la chance de pouvoir faire son processus de vente tout seul. Donc là, en fait, il va falloir identifier qu'est-ce que mon prospect va rechercher, va faire de recherche, qu'est-ce qu'il va vivre dans sa vie qui fait qu'il va identifier qu'il a des blocages et où est-ce qu'il va aller chercher l'information. Il va sans doute aller chercher l'information sur Internet. 70% aujourd'hui des personnes commencent un processus d'achat sur Internet. Et si, je vous donne juste un tip, s'il y a une vidéo, vous serez en premier sur la page de recherche. Et aujourd'hui, YouTube est le deuxième moteur de recherche, il va devenir le premier. Donc déjà, vous allez pouvoir en dire, si par exemple la personne, elle se dit, tiens, j'ai des douleurs si on est dans le médical, pour avoir travaillé longtemps dans le médical, si la personne a dit, j'ai une toux sèche, etc., elle va aller chercher des informations. Si vous avez une solution. Alors, pour un traitement médical, on va éviter de faire de la publicité, mais on peut par contre avoir des associations ou autres qui vont faire de l'information. Donc la première chose, c'est qu'en fait, on va aller se rendre visible là où il est, plus ou moins rapidement, référencement naturel, ou aller faire de la publicité. Ça, vous le choisissez en fonction du besoin que vous avez. Donc, premièrement, on est visible. Mais c'est pas parce qu'on est visible que la personne, elle a envie de s'intéresser à nous. Elle va être visible parce qu'on va utiliser les mêmes mots qu'elle, on va aller toucher directement ses émotions, on va être dans son top of mind, c'est-à-dire qu'elle va nous voir. On dit qu'il faut 7 points de contact avant que quelqu'un ait envie d'aller dans une relation commerciale avec vous. Il faut 7 points de contact. Mais points de contact, ça veut dire lire un article, lire une vidéo, se connecter sur LinkedIn. Bon, le mot connexion, on va voir après qu'il n'est pas très bon sur LinkedIn. Avoir une conversation avec un chat ou avec vous sur LinkedIn. Et après, du coup, avoir envie. Donc en fait, il va falloir que vous ayez tout le processus d'un client, toutes les recherches qu'il va faire au fur et à mesure qu'il va découvrir des mots, qu'il va comprendre la problématique, qu'il va comprendre qu'il a un problème, qu'il a cherché des solutions. C'est de l'inbound marketing. Finalement, ça s'appelle une buyer journey sur l'inbound marketing.
Et en fonction de cela, je lui dis comment je fais pour que ça soit moi qui soit visible et qui soit capable de lui répondre pour chaque étape de son processus commercial, de sa buyer de journée. Et comment je fais pour à chaque fois créer une émotion et chercher la congruence, donc c'est-à-dire utiliser les mêmes mots que lui, lui faire comprendre finalement qu'on connaît très bien son problème. À la limite, les meilleurs de vos clients, c'est vous. Lui dire, moi je suis aussi passé par là, j'ai fait les mêmes recherches, et j'ai eu ce problème-là, et aujourd'hui j'apporte une solution. Voilà. Merci. Alors, ça c'est le fond. C'est le fond. Mais il y a quand même des fameuses étapes. Je vous regarde toujours, madame. On se voit, on se croise dans la rue. Vous connaissez cette notion de reliance en sociologie. C'est-à-dire que c'est une communauté de personnes qui se voient, qui se reconnaissent comme êtres humains. Vous voyez, à cet instant même, Florian et moi, nous sommes avec vous en reliance. Nous ne connaissons pas vos prénoms. Nous reconnaissons que vous êtes jeunes, que vous êtes des filles, vous êtes des garçons. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y aura pas d'agressivité, mais il n'y aura pas non plus d'affection. Mais il faut quand même passer par cette étape de la reliance. Alors, cette reliance, comme tu l'as dit, Florian, c'est l'envoi d'un emailing, visite d'un site internet. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer, l'amplifier, faire en sorte que cette reliance soit la plus, je dirais, attractive possible avant d'entrer en contact? Tu as commencé à répondre en parlant des mots. Alors, on parle du site internet, mais on parle effectivement des mots. Sur votre site internet, par exemple, l'objectif c'est de quitter la reliance le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, la personne, elle a identifié, vous existiez dans un scope qui a percuté le sien. Donc, vous existez. Donc là, vous pouvez effectivement envoyer un email. Sur votre site internet, utilisez sur la page d'accueil exactement ces mots. C'est pas vos mots, on s'en fiche de savoir ce que vous faites, hein, en toute honnêteté. J'avais une slide récemment qui disait on s'en fiche de votre produit. Il faut bien comprendre ça. Par contre, ce qui est important, c'est comment vous allez aider la personne. Donc, quand quelqu'un vient sur un site internet, s'il y a une phrase qui est exactement ce qu'il est en train de rechercher, vous allez très rapidement quitter la reliance. Il va comprendre tout de suite, il va se noter, il va se dire cette personne-là, cette entreprise-là répond à mon problème. C'est pas pour autant qu'il est en communication avec vous, c'est pas pour autant qu'il a commencé une relation avec vous, mais déjà, vous avez été identifié. Donc là, la reliance, elle est relativement simple et compliquée aujourd'hui, mais c'est de se positionner sur les bons mots-clés, c'est d'être sur les bons réseaux, c'est de bien identifier son prospect, c'est de venir faire des conférences quand on peut, vous pouvez écrire un livre, etc. C'est simplement dire, OK, j'existe dans votre écosystème. Je n'ai pas parlé des salons, vous pouvez aussi faire des salons si vous pensez que c'est important dans votre système de valeurs. Alors, tu dis il faut exister, donc il faut être vu. Alors je vous propose, et là je parlais d'un jeu que nous vous proposons avec Florian, je vous propose de garder le plus grand silence possible. D'accord? Et nous allons vous montrer quelque chose. Voilà. C'est bon. Une première question. Les personnes qui voient quelque chose nettement, levez la main s'il vous plaît. Waouh, il y a pas mal de mains. D'accord. Quelles sont les personnes qui pensent voir quelque chose, reconnaître quelque chose? D'accord. Et les personnes qui ne voient rien, qui ne voient que des taches? D'accord, entendu. Je vous rassure, Florian et moi, nous étions comme vous, on ne voyait rien. Très bien. Pour les personnes qui pensent voir quelque chose, j'ai cru voir, monsieur, vous pensez voir quoi? D'accord. Ouais, c'est pas mal. Moi aussi, je pensais quelque chose comme ça. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui reconnaissent quelque chose, levez la main. Madame, qu'est-ce que vous voyez? C'est une vache. Allons-y. Les deux oreilles, juste en dessous, enfin, vous savez, les deux tachons. Tu peux dessiner. Les deux. Hop, c'est mieux comme ça. Donc, allons-y. Les deux oreilles, les deux yeux. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir cette photo, parce qu'elle va... Oui, allez-y, allez-y. Je vous rassure, c'est pas nous qui l'avons faite. Hein. Non.
Mais là, on est sur quelque chose d'essentiel. Je m'explique. Je crois connaître mon client. Je crois voir une feuille transparente. Certaines personnes pensent retrouver aussi une tortue qui me montrait à la verticale, vous voyez, sur le côté gauche, etc., etc. Donc je crois voir mon client. Mais il y a aussi une autre équation difficile, c'est que mon client aussi peut me voir comme une simple tâche, une succession de tâches, dans les deux sens du mot. Et si mon client a besoin de lait, comment arriver à lui faire percevoir que j'ai bien la vache qu'il lui faut pour répondre à son problème d'avoir du lait? Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que je vois les choses en toute bonne foi, mais ce n'est pas ça. Et donc, mon client, c'est réciproque, me voit en toute bonne foi d'une manière que je ne suis pas. Donc, comment arriver à être perçu de la même manière? Et on va commenter un mot très important, c'est celui de l'écoute et du questionnement. Exactement. Alors, justement, très souvent, pour accompagner quand même beaucoup de clients en ce moment, vous partez avec beaucoup d'énergie dans vos processus commerciaux en voyant une feuille. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pas parce que, voilà, si la personne, finalement, elle avait besoin d'une feuille, bah, elle va vous prendre en rendez-vous, elle va parler, vous allez essayer de communiquer et surtout, vous allez être vraiment persuadé de ça. Donc, vous allez tout construire. C'est pour ça que moi, je déconseille de construire le site internet trop tôt parce qu'on n'a pas de clients, etc. Parce que vous allez tout construire, toute votre stratégie pour vendre une feuille, alors qu'en fait, votre client il a besoin d'une vache. Et donc là, la solution, c'est le questionnement. Votre arme la plus puissante dans votre entreprise, c'est la question ouverte. Alors en plus, là, il y a des étudiants en marketing, on dit faites pas de questions ouvertes, il faut faire des questions fermées. Désolé si le professeur est là, mais c'est une grosse connerie. Il faut faire de la question ouverte. Il faut faire de la question ouverte puisque votre client va utiliser des mots, va utiliser des choses, il va vous dire ce qu'il repense, il va vous dire ce qu'il ressent. Et vous allez pouvoir créer l'offre parfaite, l'offre irrésistible, et vous serez beaucoup plus à l'aise en rendez-vous commercial, puisque vous aurez compris ce qu'il veut. Alors ça veut aussi dire, finalement, dans le fil conducteur de tout ça, c'est d'être le plus rapidement possible en contact avec un échantillon d'éventuels clients. C'est super important de faire ça. Des fois, j'ai des sociétés qui ont 3 à 4 ans d'existence et qui n'ont toujours pas construit un groupe client pilote qui leur permet de co-construire la solution avec eux. Je pense que l'hypercroissance ne sera pas pour eux. Il va falloir à un moment donné se recentrer sur le client. On ne peut pas deviner, c'est impossible. C'est presque être un peu trop arrogant de se dire je sais ce que mon client veut sans jamais être en contact avec lui. C'est impossible. On peut avoir des très bonnes solutions, mais il va falloir à un moment donné surtout comprendre ces mots. Alors, pour matérialiser la richesse du propos de Florian, je ne résiste pas à la tentation de vous raconter une anecdote. Pour ceux qui prennent des notes, je vous propose d'appeler ça le théorème du jésuite. Damien connaît cette histoire par cœur. Imaginez un jésuite, un bénédictin, ce sont 2 copains qui tous les jours vont à l'église faire leur devoir de prière. Ils font leur oraison. Et en sortant de l'église, ils ont un péché véniel qui est de fumer le cigare. Donc en sortant, ils s'allument un superbe cigare, un Havane. Et un jour d'été, une ambiance formidable dans l'église, ils sortent, ils s'allument leur cigare. Le bénédictin dit quelle ambiance, ce serait encore mieux si on pouvait fumer notre cigare pendant nos prières. Le jésuite, mais c'est une excellente idée. Par contre, il va falloir poser la question, l'autorisation, demander l'autorisation à notre Père supérieur. Chacun voit le sien demain, on se retrouve après-demain. Le bénédictin arrive sans préparer sa question. Attention, c'est subtil. Mon père, est-ce que je peux fumer en priant? L'autre le regarde, fumer en priant? Mais vous foutez de moi. Pourquoi pas un whisky en priant? Pourquoi pas un petit massage en priant? Non, quand vous priez, vous priez. Très bien, mon père. Le jésuite, le Gèse, qui a certainement travaillé avec Florian, tout est dans le questionnement, dit « Mon père, est-ce que je peux prier en fumant ?» Prier en fumant, prier c'est parler à Dieu. Moi-même, il m'arrive de prier en marchant dans la rue, en rangeant mes affaires. Je connais votre péché véniel de fumer le cigare. Non, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez prier en fumant. Et le surlendemain, les 2 hommes sont côte à côte. Le jésuite est avec son cigare
et le franciscain, lui, ne fait rien. Donc vous l'avez compris, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'une énorme partie de votre richesse, de votre développement, de votre épanouissement s'adosse à votre questionnement. Madame, si je vous invitais au restaurant, ce serait que vous préférez français, italien, etc., etc. Non laissez, c'est un cauchemar. Tout est dans le questionnement et dans l'écoute. Très, 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 très important. Sachant que le client est vivant, donc il est changeant, donc il ne va pas aussi apporter les mêmes réponses. Les mêmes réponses selon la période de l'année, son état psychologique, son état, etc. Donc, toute la préparation avant, du site internet, des éventuels messages que vous allez pouvoir avoir. Il ne faut pas se faire piéger non plus, il y a des questions pièges. Là, bon, tu n'as pas laissé l'ouverture, hein, le restaurant, tu n'as pas laissé l'ouverture, oui, non. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Peut-être ça sera beaucoup plus constructif. Parce que peut-être que ce n'est pas le restaurant sur lequel vous pouvez aller. Voilà. Nous sommes en reliance et l'enjeu, grâce à ça, si on a bien fait ce travail préalable, le contact sera d'autant plus facile. Alors, qu'est-ce que le contact? On vous propose cette définition. C'est un échange. Autant il y avait l'envoi d'une source d'information au travers d'une lettre, là, ça y est, il y a un échange. Quand on envoie une invitation, la personne accepte l'invitation, on est en contact. On n'est pas encore en connexion. On est en contact. Quand mon fils avait 12 ans, il disait « Papa, j'ai 532 amis sur Facebook ». Et c'est là que je disais « Il y a une imposture sémantique. Tu as des contacts, mais ce ne sont pas des amis au sens noble du mot. » C'est un échange ponctuel, sans objectif. Sans objectif. Je vous fais une confidence. Moi-même, j'ai 5000 et quelques contacts sur LinkedIn. J'avais un compte premium, j'envoyais des emails. Ça n'a rien donné. Non, excuse-moi, je rigole, mais non, l'email ne fonctionnera pas. Voilà. Florian. Ouais, alors le contact, il est super important. Il faut y passer. De toute façon, il faut avoir un moyen de rentrer en communication avec la personne. Donc, ça peut être le livre blanc, ça peut être la landing page, ça peut être effectivement les réseaux sociaux. Il faut se connecter et il faut en fait avoir la main sur le processus de votre client et pouvoir à un moment donné intervenir et l'aider à aller plus loin, surtout l'aider à aller dans notre direction. Mais on n'est pas encore prêt à rentrer en communication. C'est pas lui qui est pas nous, mais même nous en fait on n'est pas prêt parce qu'on n'en connaît pas suffisamment sur lui. Donc on ne va pas rentrer en communication. Donc on va simplement, les échanges ponctuels, ça peut être, je pense que cette vidéo, cet article, cette conférence pourrait vous intéresser. On va avoir des échanges ponctuels et puis on va essayer de temps en temps de lui poser une question et peut-être qu'il répondra. Et ça aussi c'est important si vous utilisez beaucoup le digital pour aller chercher vos clients. Des fois, vous allez avoir les déconvenus d'avoir 0 commentaire sur vos articles, personne qui répond, qui interagit, surtout sur LinkedIn par exemple. Mais ça ne veut pas dire que les personnes ne l'ont pas lu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas enregistré que vous étiez intéressant, ça s'appelle des signaux faibles. Donc continuez à faire ça, parce qu'il y a un moment donné, il y a une personne qui va engager, elle sera prête, elle sera suffisamment chaude et elle va commencer à rentrer dans le processus. Et là, vous pourrez rentrer en communication. C'est toute la difficulté de se dire est-ce que je suis en train d'aller dans le bon sens, parce que pendant une longue période, vous avez personne qui va aller sur vos landing pages, etc., ou en tout cas engager. Sur vos newsletters aussi, c'est le même principe. Alors, j'ai peut-être commis une coquille. J'ai écrit landing page et toi tu dis learning page. Landing, L-A-N-D-I-N-G. D'accord, entendu, merci. Landing. Alors, tu dis il faut continuer à chercher à entrer en contact pour pouvoir communiquer. Pour pouvoir communiquer, sachant qu'il y a quand même encore 2 étapes. Mm-hmm. 2 étapes à franchir. Laquelle déjà? Ce serait peut-être arriver à... Alors, on est en contact, je dirais que c'est froid. Hein, c'est froid, c'est pour ça que j'ai mis volontairement des dessins. Ce ne sont pas des personnes prises en photographie. Il faut arriver à entrer en connexion. Alors, qu'est-ce que la connexion?
Échange ponctuel, parfois unique, mais orienté vers un objectif avec une certaine intensité. Alors, certaine intensité, ça veut tout dire. Je recherche à acquérir un logiciel, je tombe sur le site internet, il y a le chatbox qui s'affiche. Bonjour, en quoi puis-je vous renseigner? On pose sa question, au revoir, et peut-être qu'on n'y reviendra plus. Amazon, je n'ai pas reçu mon produit, j'appelle au téléphone, je ne parlerai qu'une seule fois dans ma vie à cette personne. Nous sommes en connexion. Elle m'apporte satisfaction et c'est tout. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est dans la relation client, il y a un adage que vous connaissez, je me tourne vers les jeunes esprits de cette noble assemblée, c'est qui paie commande. Qui paie commande. Donc quand un client fait l'effort de se connecter à nous, il y a intérêt à filer droit. Il ne faut pas confondre service et servage, tant qu'il nous respecte. Voilà. Mais s'il a le sentiment que nous ne tenons pas notre promesse, s'il a le sentiment que nous ne payons pas notre promesse, il devient en situation d'insécurité, il va régresser, et puis c'est la loi tacite du commerce, il a payé, donc qui paie commande. Voilà. La connexion, comment faire des connexions heureuses? Alors, moi, je ne sais pas si elles seront toutes heureuses, mais on va faire de la connexion. Connexion et contact, finalement, dans la connexion, c'est ce qu'on appelle des fois aussi l'engagement. Les gens commencent à commenter, donc ils s'engagent, ils sont dans de la connexion. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de jouer votre jeu de je vais suivre votre buyer journey, je vais aller dans votre sens. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai une agence spécialisée dans la prospection sur LinkedIn, donc le terme connexion me fait beaucoup rire puisqu'on se connecte sur LinkedIn et des fois il y a des gens, ils se connectent et ils enverront jamais un message de leur vie. Ils espèrent que la personne, parce que je me suis connecté, parce que j'ai un beau profil, viendront communiquer avec moi. Ça se passera pas comme ça. De toute façon, vous n'aurez pas de vente comme ça. Par contre, comment on peut aller créer de la connexion? C'est simplement, par exemple, lui envoyer un petit message bienvenue et lui faire une question ouverte. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre activité, sur votre poste, sur ce qui fait aujourd'hui votre quotidien? Les gens aiment beaucoup parler d'eux. Hier, j'étais avec un expert de la vente et il me montre son processus sur LinkedIn. Et lui posait la question qu'est-ce qui vous a plu sur mon profil LinkedIn? Et je lui dis mais tu demandes à un inconnu te valoriser et de te parler de toi, il ne va jamais le faire. En rechangeant la personne, en disant mais comment vous pouvez me parler de vous, de quoi avez-vous envie de parler, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, non, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est trop tôt encore. Donc ça, c'est la première, c'est la connexion. C'est d'essayer de créer un lien avec la connexion. Donc effectivement, le chat, c'est une solution. Bon, c'est difficile d'avoir un chat qui fonctionne sur un site internet, mais déjà, la personne, c'est-à-dire qu'elle a fait un effort vers vous. Elle a fait son premier pas. Mais elle n'en fera pas beaucoup d'autres. Il va falloir après vous l'ameniez. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour avoir de la connexion? On a augmenté énormément les taux de conversion de certaines landing pages en posant une question avec un bouton. Voulez-vous plus de clients? Oui, non. Bon, la personne qui dit oui, déjà, s'engage. Et derrière, on repose une autre question. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous présente ou que vous découvriez une vidéo où je vous explique comment nous, on vous propose d'avoir des clients? En fait, en cliquant sur oui, la personne, elle a fait une connexion. Elle a fait un pas vers nous. Et donc, le taux de conversion augmente considérablement. Donc, dans vos réflexions de votre processus de vente, c'est comment je vais faire pour que cette personne, elle a envie d'engager avec moi, elle a envie de peut-être laisser son adresse email, elle a envie de venir voir en inconnu, mais elle a envie de venir voir une conférence où je suis présente, donc elle a fait un pas dans ma direction. Et là, finalement, c'est énorme, c'est presque le moment le plus important du processus, parce qu'après, soit vous vous plantez, parce que votre offre, elle n'aide pas, soit vous réussissez. Mais une fois qu'elle s'est connectée, qu'elle a fait cet effort-là, vous êtes plus, elle vous ignore plus, elle est rentrée dans une forte intensité relationnelle. Merci beaucoup. Je rebondis aussi sur le mot effort que tu as fait. Quelques commentaires complémentaires. Vouloir gagner un client, c'est intéresser quelqu'un qui n'est pas intéressé par quelque chose qui ne lui paraît pas intéressant. Donc, quand elle nous répond, elle fait un effort. Et deuxième commentaire, tout être humain est consommateur, le mot est lourd, consommateur du plaisir ou du déplaisir d'entrer en contact avec nous, en connexion avec nous.
Et donc, il faut accueillir cet effort, lui parler comme on aimerait qu'on nous parle si on était à sa place, et on n'est jamais totalement à la place de son client. Donc, il y a un effort permanent, quotidien, de chaque instant, pour essayer de ressentir ce que ressent notre client. Alors, bien sûr, on peut standardiser des messages, tout fait, mais ça ne suffit pas. Et c'est là, comme tu l'as dit, c'est là que tout commence. Quand il commence à accepter d'être en connexion. En fait, tout au cours de votre vie d'entreprise, ce message, ces actions de connexion, elles vont changer, elles vont évoluer, parce que vous allez de plus en plus comprendre qui est votre client idéal, comment il fonctionne, quelle est sa réflexion, quel est son problème, et vous allez constamment, nous aujourd'hui, on change nos pages, on les change toutes les semaines, parce qu'on a compris que c'était vraiment ça qu'ils voulaient voir, qu'ils voulaient dire, qu'ils faisaient, qu'ils allaient engager. Qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui ralentit. Des fois, il y a des mots qu'il ne faut pas mettre dans nos messages. Voilà, il ne faut pas les mettre tout de suite parce qu'ils n'en sont pas prêts. Il y a plein de choses comme ça. Mais travaillez-le, c'est un effort aussi à faire de votre côté. Mais si vous n'avez pas de connexion, vous n'aurez pas de client. Avec un clin d'œil, tout ce que tu décris est antinaturel. Pourquoi ? Parce que, allez, soyons sincères, quelle est la personne qui vous intéresse le plus dans votre vie ? Quelle est la personne qui m'intéresse le plus, moi, dans ma vie ? Voilà, c'est soi. C'est soi. Pourquoi ? Parce que nous sommes programmés pour survivre. Or, pour survivre, il faut penser à soi. Donc, c'est un énorme travail de décentrage de soi-même et toujours se recentrer, effectivement, mais... qu'est-ce qui rendrait heureux, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon client ? Alors, autant pour moi, je me colle une baffe. Toi-même, très justement, tu as dit personne, personne, personne. Nous n'avons pas encore prononcé, sauf un instant, le mot client. C'est presque un titre, le mot client. Et on va voir pourquoi. Alors, ça y est, nous sommes en connexion. Il a fait l'effort d'échanger quelques messages. Il va falloir lui donner envie de se revoir. Alors, juste pour terminer une photo de transition, vous voyez ces jeunes gens, imaginons que ces jeunes gens sont dans une salle d'attente pour peut-être un examen ou un entretien d'embauche, ils font connaissance, ils se parlent, ils sont en connexion, et puis une fois que les entretiens d'embauche seront terminés, ils ne se reverront plus. Il y a une bonne interactivité, mais ils ne se reverront plus. Tout l'enjeu va consister à donner envie de se voir plus ou moins régulièrement, et donc d'entrer en relation. Donc reliance, contact, connexion, relation, et nous vous proposons cette définition. On est en relation avec des échanges encore plus personnalisés grâce aux questions que l'on a, aux réponses obtenues aux questions qu'on a posées, irréguliers, à moyenne intensité relationnelle, et ça y est, là on n'est plus uniquement sur du canal Internet. Il peut y avoir du SMS, il peut y avoir du téléphone, avec votre voix, le dialogue, voilà. Et avec cette belle photo. Pardon, je la trouve belle. Alors, la communication, effectivement, donc là, on a eu une connexion, etc. On peut avoir le téléphone. Moi, j'aime beaucoup le téléphone. Systématiquement, quand j'ai un prospect qui rentre, qui me laisse une adresse mail ou qui connecte, même si j'ai un chat, en fait, je prends mon téléphone, je l'appelle. Moi, j'y passe pas plus de 5 minutes, mais je lui dis qu'il y a un humain derrière et que par rapport à la problématique, je sais que je peux l'aider. Je peux pas l'aider tout de suite, j'ai pas le temps, mais je sais que je peux l'aider. Ça réchauffe énormément le prospect. Parce que tout d'un coup, il y a un humain derrière. Ça s'appelle un connect call. On fait le call de la connexion. Alors c'est marrant parce que connexion, elle était juste avant. Donc César, on vient juste de finir la connexion qu'il a créée. Il a fait l'effort d'aller vers nous. Tac, on le réchauffe tout de suite avec un call. Mais on peut le faire aussi avec un livre blanc. Donc c'est-à-dire, il télécharge un document. Alors, je ne sais pas si vous avez fait appel à des sociétés pour vous aider. Faites très attention parce que le livre blanc, c'est votre première chance de faire une très bonne première impression. Donc, il y a souvent, on vous dit, mais on s'en fiche, vous écrivez n'importe quoi dedans. De toute façon, il aura déjà donné son email pour le télécharger. Donc, même si ce n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas du tout ça. Là, votre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il passe à l'action tout seul dans son coin. Donc, donnez-lui une méthode, donnez-lui quelque chose qu'il peut tester. Il doit se réchauffer. Donc la connexion,
la communication, c'est donc juste après la connexion, elle est super importante. La communication, derrière, c'est comment on va reprendre rendez-vous ensemble, comment on va aller creuser, finalement, sa problématique et en faire un client. C'est-à-dire que c'est la dernière étape pour que la personne devienne cliente. Et c'est souvent celle qui est le plus dérangeant dans un processus commercial, encore plus qu'on n'est pas vendeur, qu'on ne se dit pas commercial. C'est qu'en fait, on a des super bases de données avec plein de super prospects qui sont très chauds et on se dit, bon, il y en a bien un ou deux qui vont venir automatiquement et qui vont devenir des clients. Ça existe, c'est le principe. Moi, j'ai 2 sociétés qui le font. Notamment, je vais vous parler de la société de ma femme. Elle a une chaîne YouTube, elle a un site internet. Donc, elle est toute seule. Enfin, maintenant, on a une équipe de 3 personnes. Sa chaîne YouTube a fait 1,5 million de vues. Son site internet fait 150 000 visites mensuelles. Elle a un client sur 15 000 vues, enfin sur 15 000 connexions. Donc, très bien, si vous arrivez à ces volumétries-là, vous allez avoir des gens qui tomberont tout seuls et qui sont très très matures. C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'ils sont très matures dans leur processus d'achat, et vous pourrez en faire des clients en automatique. Sinon, téléphone. Encore mieux, parce qu'on l'a fait ensemble, webconférence, parce que la personne, elle vous voit, elle vous connecte, elle voit votre visage, et finalement, vous rendez les choses extrêmement vivantes, extrêmement réelles. Et là, votre métier, c'est de lui parler des mots. Donc l'écouter. Écoutez. 90% de la conversation, ça va être des questions ouvertes où vous allez la guider. Pouvez-vous me parler de votre problème? Très bien. Si vous allez, on parlait des émotions tout à l'heure, posez-leur la question, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous aviez ressenti? J'imagine que vous n'étiez pas d'accord de ne pas avoir de client. C'est compliqué. Est-ce que vous avez du stress? Et derrière, du coup, vous pouvez lui proposer des solutions. Qu'est-ce que vous ressentiriez si aujourd'hui j'avais une solution? Bon, là, je vous donne des techniques de vente. Qu'est-ce que vous ressentiriez si j'avais la solution qui vous permettrait d'arriver à telle ou telle solution? Donc le téléphone, c'est important. Et même quand on vend du logiciel, et même quand on est dans du SaaS, et même tout ça, au départ, il va falloir faire du call téléphonique. Il va falloir prendre son téléphone et aller convertir ou aller rencontrer des gens. Parce que, en fait, vous serez en 100% automatique quand vous aurez compris complètement ce que vous devez écrire et ce que vous devez dire dans tout le processus de vente. Avant, tant que vous n'avez pas les gens au téléphone, vous êtes complètement aveugle. Alors Florian, tu as prononcé un mot essentiel, le mot écouter. Écouter, ça ne veut pas dire entendre, ça ne veut pas dire laisser parler. Une question, Damien, tu nous le rappelles? L'étymologie du mot écouter. Merci beaucoup. Paraît-il que écouter, comme nous le rappelle Damien, a pour étymologie le mot auscultare, qui a donné lui-même ausculter. Je vous propose cette définition. Écouter quelqu'un, c'est comprendre ce qui lui fait mal, comprendre ce qui le rendrait heureux. Il est là l'enjeu. Je vais vous payer. Vous savez ce que c'est que l'argent? L'argent, c'est le moyen de notre sécurité et liberté matérielle. Donc quand je paye Florian, je me prive d'une partie du moyen de ma sécurité et de ma liberté matérielle et de tous ceux que j'aime. Pourquoi je vais le faire? C'est parce que je fais le pari, j'ai suffisamment confiance, parce que tu vas m'aider à être plus heureux, mais j'en aurai la preuve parce que, 1, tu m'as ausculté, 2, tu m'as questionné sur ce qui me rendrait heureux. S'il n'y a pas cette écoute-là, on ne peut pas justement pouvoir créer de valeur. Je vous propose aussi cette définition, a de la valeur, ce qui apporte satisfaction et rend heureux. Quand on est heureux, on veut recommencer. Quand on est heureux, on veut revenir. Quand on est heureux, on est prêt à payer. Oui. Alors, après, on a vu la définition d'heureux, mais ce qui est aussi là, ce qui va fonctionner le plus, c'est là si vous avez des témoignages, des cas clients, que le client puisse faire un transfert. Alors, je vous disais tout à l'heure, votre meilleur client, c'est vous-même. Si vous êtes capable de dire, moi, je suis passé par les mêmes étapes que toi, j'ai eu les mêmes problèmes et j'ai résolu ça, et j'avais les mêmes sensations que toi à ce moment-là, et aujourd'hui, je suis heureux, donc je te propose qu'on fasse le même parcours ensemble. Ça, c'est génial. Sinon, on a ce client-là qui avait ce problème-là, là, et on a fait ça. Et il ne s'agit pas d'envoyer un PowerPoint avec le truc, mais pendant votre discours, pendant que vous écoutez, conceptualiser derrière qu'est-ce qu'on a déjà fait qui ressemble à ça, et comment on a créé une émotion derrière avec le client.
avec qui on a réussi pour le transformer. Au moment de la communication, on fait sauter toutes les barrières, on fait sauter toutes les sécurités. Exactement. Je reviens aussi sur l'étymologie du mot client. Est-ce que vous vous rappelez l'étymologie du mot client? Je reviens vers Damien. Exactement. Client en latin veut dire protégé. Donc, on a le culot, vous avez l'audace, et je vous en félicite, de proposer à des personnes qui ne vous connaissent pas, qui vont sur votre site, et qui vont peut-être décider d'investir sur votre protection. Vous voyez la dimension éthique, morale dans laquelle vous vous engagez, parce qu'on n'a pas le droit de décevoir, on n'a pas le droit de décevoir quelqu'un qui s'est mis sous notre protection, selon ses critères. Quels sont ces critères? Il faut l'écouter, il faut le questionner. Je terminerai rapidement sur cet aspect. Le téléphone, la web réunion, le face-à-face, c'est un moment de co-construction. C'est là où le client va avoir le sentiment, pas seulement d'avoir du sur-mesure, mais même de la haute couture. Mesdames, vous nous rappelez la différence entre le sur-mesure et la haute couture? Le sur-mesure, c'est un vêtement, un costume, une robe personnalisé à vos dimensions. La haute couture, c'est modèle unique. C'est de la création. Et donc la co-construction va donner le sentiment, voire les preuves, qu'il dispose, grâce à vous, d'une réponse de haute couture. Cette notion de co-construction, je termine. Churchill avait cette phrase très intéressante. Churchill disait « J'adore apprendre. J'ai horreur qu'on me donne des leçons. » Mesdemoiselles, messieurs, vous êtes des enfants d'Internet, vous en savez beaucoup plus, si vous le voulez, que vos professeurs. Vous n'avez pas encore l'expérience, la maturité, d'accord. Mais sur la connaissance, vous êtes parfois beaucoup plus fort que nous. Je le vois avec mes étudiants que j'ai donc sur Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Vous devenez des Churchill. Vous aimez bien apprendre, mais vous avez horreur qu'on vous donne des leçons. On ne peut plus mettre un client, je dirais, dans une seringue et hop, tu achètes et c'est comme ça, c'est toi qui t'adaptes. C'est fini ça. Donc, co-construction pour avoir le sentiment d'avoir de la haute couture. Et alors, quand vous me parlez de moi, quand vous faites quelque chose pour moi, personne, j'aurai plaisir à devenir client. Et même, Monsieur Pouvreau, j'aurais besoin d'entrer avec vous où est-ce que c'est? En communication. Voilà. Donc la communication, là, vraiment, on est dans les actes de vente, on est dans les actes de la co-construction ensemble. On va vraiment rentrer dans... voilà, là, on voit marquer d'échange avec l'acquisition de données personnelles ou confidentielles. On va parler du problème. On va essayer de comprendre quels sont les freins. Pourquoi aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à avoir ces solutions? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à avoir pour déjà essayer d'avoir ces solutions? Pourquoi ils pensent que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi aujourd'hui, ça changerait? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Là, on co-construit. On est dans de l'échange. C'est aussi le moment où il va falloir passer des pactes avec la personne. J'aimerais qu'on soit d'accord que vous n'êtes pas obligé d'acheter, que je ne suis pas obligatoirement la solution la meilleure pour vous. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que je le suis. Vous avez le droit de dire non. Pourquoi c'est important de passer des pactes? Parce que sinon, vous allez rester avec des... Je ne sais pas pourquoi il n'a pas signé, je ne sais pas pourquoi il n'avance pas dans son processus, je ne sais pas quels sont les problèmes, et vous allez vous retrouver avec un magnifique pipeline de vente qui n'avance pas, parce que vous n'avez pas réussi à créer une communication. Vous êtes resté au stade précédent, c'est que la personne n'a pas confiance en vous, donc elle ne vous raconte pas ce qui se passe dans sa vie quotidienne d'entreprise, et donc elle n'avance pas. Vraiment dans la co-construction. Là, je vous invite à essayer vraiment de créer... Quand on est en communication, on ne peut plus... voilà, l'échange d'emails, là, on est dans le SMS, mais voilà, c'est le SMS où il faut parler avec vos mots. Il faut plus qu'on sente de marketing dans cette partie-là. Le marketing, on l'oublie. Le marketing, c'était pour l'attirer. Maintenant, vraiment, on essaye de créer une relation. On essaye d'aller loin parce que la personne, elle va vous confier pourquoi aujourd'hui... son processus de vente, il n'avance pas. Et donc, ce n'est pas votre société avec l'autre société, c'est vous avec la personne qui est en face de vous. Et posez-lui aussi la question de temps en temps, est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'intégrer une autre personne dans le processus de vente?
Et là, souvent, ils vous disent « Ah bah oui, parce que j'ai le juridique qui aimerait bien et qui me pose plein de questions et je ne sais pas quoi leur répondre. » Alors, on va faire une réunion ensemble, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux vous aider sur cette réunion-là? Là, soyez dans l'aide. Alors après, ça dépend de votre business model. Si vous êtes en train de vendre des abonnements à 30 ou 40 euros, faites-le sur vos 15, 20, 40, 50 premiers clients. Et derrière, écrivez un article pour le juridique, parce que vous savez quelles sont les questions que va se poser le juridique, et donc vous aurez la possibilité de leur envoyer. Mais au départ, vous êtes obligé de co-construire votre solution, votre produit. Sinon, vous n'aurez jamais d'hypercroissance, parce que vous aurez trop de friction, vous aurez beaucoup trop de blocage, il n'y aura rien qui sera fluide. Voilà. Alors, deux choses également. Une chose que je n'ai pas dite, c'est toujours sur le fonctionnement du cerveau. On a constaté ceci, c'est que pour faire bouger quelqu'un, pour l'encourager à acheter, à durer, à revenir, à parler de nous, il faut que, idéalement, ces 5 sens soient sollicités. Donc la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, etc., etc. Plus les 5 sens d'un cerveau sont sollicités, plus ils coopèrent. Le problème d'Internet, c'est que nous sommes, chacun d'entre nous, derrière notre écran, peut-être avec une bouteille d'eau, et c'est tout. Je n'ai pas, je dirais, le soutien de ton regard, je ne vois pas si tu es intéressé ni quoi que ce soit. Mon cerveau n'est sollicité que peut-être uniquement que sur la vue, sur les 5, ça ne permet pas d'agir. Ce qui est intéressant dans la connexion et dans la communication, on peut mobiliser les 5 sens du cerveau, surtout en face à face. Donc l'enjeu, il est là. C'est d'arriver à créer un embrasement neuronal, une mélodie, une symphonie neuronale qui fait que si le client ressent de la satisfaction et surtout se sent heureux, il voudra continuer. Il sera prêt à investir. Deuxième chose, je me tourne toujours vers les plus jeunes. Auriez-vous une définition de la communication? C'est quoi communiquer? Pardon? Mille merci, vous avez donné la première partie. Oui. Pardon? Informer. Ah. Quand on avait, je ne sais plus comment, parce que je ne regarde plus maintenant le journal de 20h, mais quand le journaliste nous présente le journal de 20h, il nous informe. Par contre, il ne sait pas si nous sommes tristes, joyeux au regard des informations. Je vous propose cette définition un peu crash. Informer ne motive pas. Informer ne motive pas. Ce qui motive, c'est le partage. Informer ne motive pas. Ce qui motive le partage, je vous propose une définition très simple. J'ai payé une école de communication à ma fille, j'étais atterré. Au bout de 6 mois, je lui dis, au fait, c'est quoi la communication? Et la pauvre gamine qui me répond, c'est un échange, un partage entre 2 personnes, entre 2 locuteurs. Puis je lui dis, mais non, je te propose celle-ci. Communiquer, c'est se mettre en commun. C'est se mettre en commun. On partage du temps, on partage le même vocabulaire, on partage la valeur des réponses, on se met en commun. Ce qui rejoint ce que vous avez dit, monsieur, le partage. On se met en commun. Et deuxième partie, pour atteindre un objectif commun qui rend heureux, ou en tout cas qui apporte satisfaction. C'est ça, communiquer. Communiquer, c'est se mettre en commun pour atteindre un objectif commun qui apporte satisfaction, rend heureux. Donc, Florian, si je viens de tes clients, par exemple, donc je vais devoir te payer tout. C'est m'honorer. J'aime bien le terme honorer parce que tu vas honorer mon travail, mais oui, tu vas devoir me payer. Voilà. Mon argent va pour toi une certaine valeur, mais ton soutien, ton expertise a aussi pour moi une valeur, donc on a un objectif mutuel. Et l'idéal, c'est que ma valeur que je vais t'apporter soit bien supérieure à ce que tu vas me payer pour que ça se passe bien. Sinon, tu vas être en tension toute la réunion. Voilà. Je vais être en tension, je ne reviendrai pas, ce sera ponctuel. Et je ne pourrai pas devenir ton ambassadeur. Exactement. Car c'est ça l'enjeu. Toutes les entreprises qui réussissent se sont constituées une base clientèle qui est une véritable rente de situation. Attention, le mot rente est un mot dangereux. Rente, ça ne veut pas dire être feignant. Surtout pas. Mais j'aime bien l'image aussi d'un agriculteur. Vous êtes des agriculteurs. Que fait un agriculteur? Il a ses parcelles sur 100, 200 hectares. Sur ces parcelles, il a des zones qui sont fertiles, d'autres moins fertiles, d'autres quasiment c'est trop caillouteux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas d'écouter la météo, de se poser des questions. Je le fais maintenant, un peu plus, un peu moins. Il n'arrête pas de dialoguer avec sa terre. Eh bien, l'enjeu, c'est de donner envie à nos clients d'être les plus fertiles possibles en termes de business. Exactement. On va créer des ambassadeurs. Voilà.
Et c'est là où nous vous proposons, Florian et moi, ce néologisme de communication. Donc on reste toujours en communication, mais de manière collective. Réunion de visu avec des outils digitaux, des échanges marqués, des données et des échanges à forte intensité relationnelle qui fait que l'intensité est tellement forte qu'ensuite on a plaisir à parler de vous. Et alors là aussi, Florian, tu as beaucoup de choses à nous apporter. Je vous propose de matérialiser ça par cette photo. Imaginons, faisons un transfert. Voilà, c'est un couple qui s'est constitué. Et quand ce jeune homme parle de la jeune femme, il n'arrête pas de dire « elle est formidable, elle est brillante, elle est intelligente, comme vous, mesdemoiselles. Et elle, il est gentil, il est doux, il est intelligent, il est prévenant, comme vous, messieurs. » Voilà, tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est ici de faire en sorte qu'on parle de vous parce qu'on a plaisir, on en a besoin, on en est fier, etc., etc. Florian, quelles sont tes préconisations? Bon, là, en fait, pour faire en sorte qu'il y ait des ambassadeurs, on a beaucoup de techniques. Et comme j'aimerais qu'on ait du temps pour les questions, je ne vais pas tout vous décrire. Mais en fait, la première chose, c'est que là, on va avoir besoin d'humains. Donc, je vais vous donner une anecdote sur la vulnérabilité et sur la confiance. On a besoin d'avoir de la confiance pour avoir des clients ambassadeurs. Bon, bien entendu, je passe sur le fait qu'il va falloir que vous teniez votre promesse, si vous leur avez fait une promesse. Là, on n'est plus dans cette solution-là, mais ce n'est pas parce que vous avez un client qui est heureux que ça va devenir votre ambassadeur. Par contre, votre ambassadeur, c'est quelqu'un qui va vendre votre solution pour d'autres personnes et qui va être très friand de connaître votre historique et de rester en contact et de continuer à avoir de l'offre. Vous regarderez, il y a HubSpot qui a sorti il y a 2 ans une mise à jour de l'inbound marketing avec le flywheel marketing, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des clients ambassadeurs, vous allez leur vendre toute votre vie des choses. Bon, je vais vous donner une histoire. Donc c'est tiré du livre sur la persuasion de Caliodoni. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais en fait, il raconte que c'est un commercial qui va donc vendre des plans de financement chez ses clients. Donc, il est invité chez ses clients. Déjà, il y a une part de confiance. On invite le commercial à rentrer dans la salle à manger ou dans le salon et on va commencer à discuter. Systématiquement, en fait, bon, c'est de la persuasion ou de la manipulation, on ne va pas rentrer sur le terme, la terminologie aujourd'hui. Il disait qu'il avait oublié ses documents les plus importants et il demandait aux personnes si il l'autorisait à retourner dans sa voiture. Et donc il traversait la maison, comme ça, des gens tout seuls. Il sortait, donc il ouvrait la porte, il sortait, il allait chercher son document, il re-rentrait et du coup il signait les papiers. Il y avait 2 effets hyper puissants dans sa méthode. Il le faisait systématiquement et c'était le meilleur commercial de son entreprise et c'était le seul qui le faisait. Première chose, il gagnait un capital confiance énorme pour 2 choses. La première, c'est que il est un peu con, il a oublié ses papiers alors qu'il vient que pour ça. Donc il a montré qu'il avait une vulnérabilité, donc on crée un lien. Et le deuxième, il a traversé la maison, il a ouvert la porte tout seul, il est re-rentré, et s'il y a un chien, le chien l'a accepté. En bref, il fait partie de la maison pendant une courte période, mais il fait partie de la société. C'est important de créer ce lien aussi avec vos clients. Finalement, on est dans la même galère, on a créé de la confiance. Donc il y a des méthodos, je ne vous dis pas d'oublier systématiquement vos documents, mais vous allez devoir montrer que vous êtes un petit peu vulnérable. Vous pouvez le faire avec, par exemple, une newsletter destinée à seulement vos clients, où vous leur racontez la vie de votre boîte, les difficultés, ce qui se passe pas. En tout cas, vous créez de la confiance. La deuxième chose, c'est de créer des événements un peu VIP pour eux, qui sont les premiers, par exemple, à avoir le droit de parler de la solution A, B, C qu'on est en train de créer. Ça va être eux qui vont faire partie de notre offre bêta, etc. En fait, vous allez finalement les traiter différemment. Mais encore une fois, ça... J'allais dire, ça ne sera jamais vos amis. Il y en a certains qui deviendront vos amis, mais il faut presque avoir cette relation d'amitié, en tout cas toujours être en train de les servir. Lorsque vous aurez un gros réseau d'ambassadeurs, vous aurez plus que de l'hypercroissance. Donc vraiment, aujourd'hui, votre société, elle aura un sens, elle aura une assise qui fait que finalement, c'est eux qui viendront vous dire « mais tu devrais lancer ce produit-là parce qu'on est au moins 50 à vouloir l'acheter ». Bon, très bien, je vais le créer, vous êtes très gentil. Donc c'est vraiment ce réseau-là qu'il faut créer d'ambassadeurs, c'est ceux qui vous apporteront du business demain, c'est ceux qui seront vos bêta-testeurs, etc. Mais de temps en temps, il faudra retourner aussi sur le terrain brut sans avoir d'ambassadeur, parce que c'est un danger aussi de n'être que dans son petit cercle de clients ambassadeurs.
Voilà. Et c'est vrai qu'on l'a dit au début, mais tout cela fait que on peut le redire. Quand il y a une relation d'ambassadeur, il y a un affect. On s'aime. C'est-à-dire que vous avez plaisir et besoin de contribuer à la réussite de vos clients. Ils savent qu'ils sont des clients et ils sont heureux de vous acheter. Ils savent que, de manière ponctuelle, ils participent aussi à votre réussite. Et là, tout l'enjeu est là. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est lorsque vous aimez, vous devenez plus intelligent. Je l'ai cité tout à l'heure avec le nombre de connexions neuronales. Quand vous aimez, vous avez remarqué, vous êtes moins rapidement fatigué. Quand vous aimez, vous êtes plus créatif. Quand vous aimez, vous avez plaisir à être à l'écoute. Quand vous aimez, etc. etc. Alors, j'ose rappeler une anecdote. Damien me dit, Jérôme, tu vas recevoir des startups. Est-ce que tu peux donner ton point de vue? Et il y avait une start-up qui avait absolument besoin de trouver des clients. Et je lui dis, est-ce que vous les avez identifiés, segmentés? Quelles sont vos catégories de clients? Il m'en donne 5. Et il dit, mais le problème, c'est le temps. Nous manquons de temps pour renflouer nos caisses. Et spontanément, je leur dis surtout alors aller vers les clients que vous aimez, parce que lorsque l'on aime, on est attractif. L'être humain n'est pas, dans l'immense majorité, stupide. Il sait quand vous l'aimez. Il le sait, il le ressent. Donc quand vous aimez, il va le ressentir. Et puis on en parlait ce matin avec Florian, quand on aime, tu disais, on change même sa vision des choses. Alors, oui, il y avait ça, mais il y avait surtout le fait que quand tu aimes, tu as envie de faire en sorte d'améliorer la situation. Donc c'est beaucoup plus simple en fait. Voilà, vous vous réveillez le matin, vous avez envie de penser à comment je vais améliorer les solutions pour mes clients, comment j'ai envie d'aller plus vite. Et ça va se ressortir. Ah oui, je t'ai parlé du mojo. Voilà, du mojo. Bon, ça c'est très particulier. J'ai une question. Qui connaît ce mot mojo? Une minorité, donc voilà. Merci de nous apprendre ce mot. Bon, alors le mojo, je ne sais pas comment je vais le décrire parce que je me suis fait un piège tout seul. Tu l'écris comment? M-O-J-O. En fait, c'est très particulier. C'est un client qui vient vers moi, qui me dit « Florian, je ne comprends pas, je commence à avoir plein de clients, je me sens bien, parce qu'on avait justement fait une stratégie où on lui dit « Travaille qu'avec tes clients ». Et il me dit « J'ai rien changé, j'ai pas écrit plus d'articles, j'ai rien changé sur mon marketing, sur ma communication, j'ai beaucoup plus de gens qui viennent vers moi et qui ont envie d'acheter mes services, et qui ont envie de rentrer en communication, j'ai absolument rien changé, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « T'as rien changé ?» En dehors du fait que ça rayonne autour de toi, on a compris que tu prenais du plaisir à aider ces gens-là, et ces gens-là ont envie d'aller vers toi. Et pourtant, c'est sur Internet, hein, il travaille que sur Internet. Mais il a cette dimension où, quand il va répondre, même s'il n'a pas changé le mot, son script de vente, parce qu'on travaille sur des scripts, mais l'énergie qu'il met à avoir envie de rentrer en communication avec les gens est telle que ça attire d'autres personnes. Et je ne saurais pas l'expliquer, voilà, mais ça existe réellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend quelque chose de vraiment complètement différent, mais pourquoi vous allez avec un McDo alors que c'est dégueulasse, qu'on a mal au ventre, etc. Parce qu'on veut rentrer dans un certain cercle social, on a envie d'aller voilà. Donc il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui on attire des clients. Et il y a des choses qu'il faut accepter, que ça soit notre énergie, notre bien-être qui va attirer les clients. Et en fait, ça joue probablement beaucoup plus que sur que tout le marketing et toute la stratégie qu'on va faire. Les clients, vous les aurez conquis avec un simple regard, un simple sourire, une simple poignée de main, une simple énergie, parce que vous savez, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes aligné, votre entreprise est alignée, etc. Et vous savez très bien que vous pouvez les aider et qu'à finalement, s'il ne choisit pas de travailler avec vous, bah c'est son choix. Et donc, vous aurez beaucoup plus d'énergie pour aller chercher de nouveaux clients. C'était ça le mojo de ce matin. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, vous voyez ces différentes étapes qu'il ne faut pas griller. Bien sûr, il faut, si on peut, les accélérer, mais soyons conscients de cela. Alors, c'est pour ça qu'on ne vous a pas proposé une démarche, une méthode, parce que vous êtes unique, vos clients sont uniques. Certains resteront beaucoup en connexion avant d'accepter d'entrer en relation. D'autres clients accepteront très vite d'aller en relation, puis en communication. Donc c'est très variable. Par contre, nous serions heureux et fiers de vous proposer donc ces 6 notions et à chaque fois vous poser la question,
Est-ce que je fais bien les choses et est-ce que c'est ce qui va rendre heureux mon client à cet instant T? Tu évoquais les 7 contacts avant de passer à l'étape supérieure. L'enjeu, il est là. Hein. Posez-vous ces fameuses questions. On va bientôt terminer dans quelques instants par un récapitulatif. Exactement. Non mais, alors il y a un mot qui est important qu'on a mis en bas, hein, c'est l'intensité relationnelle avec son prospect jusqu'à devienne son client. Par contre, justement, à l'inverse, c'est très difficile de se dire je vais me bloquer toute une partie du marché parce que je ne vais pas aller sur ce marché-là parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'être avec eux. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de travailler avec certains clients. Et sachez que quand vous aurez pris cette décision, votre business ira beaucoup mieux et ira plus vite. Déjà parce que du coup, vous prendrez du plaisir à offrir une solution qui est vraiment adaptée à leurs besoins et vous irez plus vite sur leurs besoins. Mais aussi parce que vous aurez envie d'aller beaucoup plus loin dans l'intensité relationnelle avec ces personnes-là. Donc des fois, il faut vraiment faire ce choix-là. Il y a un principe en PNL et en programmation neurolinguistique. Qu'est-ce qui fait que votre cerveau va créer votre énergie du quotidien et va vous faire avancer, c'est que plus vous allez nourrir votre cerveau avec de la négativité dans la journée, si vous commencez le matin par exemple avec un rendez-vous et vous dites « Oh non, j'ai pas envie de le voir celui-là », c'est fini, votre journée elle est pourrie. Hein. Tout le reste de la journée, vous serez avec cet état d'esprit-là. Donc faites bien attention avec qui vous avez envie de travailler au début, quitte à aller moins vite au départ, parce que vous avez peut-être moins de clients, mais par contre, eux seront tellement heureux que tout décollera. Voilà. Et donc pour conclure et pour avoir le temps de poser des questions, d'autant plus que j'ai réopéré à ma grande, comment dirais-je, tristesse, surprise, mais on a à 80% l'auditoire qu'on mérite, un jeune homme qui dort, donc ça prouve peut-être qu'on n'est pas assez... Voilà, on va... Ça y est, il s'est réveillé. Je vous propose qu'on se passe un certain nombre de conclusions. De toute façon, on l'a dit, on va transformer tout ça en PDF, et vous aurez donc le rappel. Tu commences, je commence ? Vas-y, commence. Chaque client tend à être de plus en plus unique. Sommes-nous en capacité de prouver que notre solution est conçue uniquement pour lui, pour qu'il soit mieux et plus satisfait, heureux, en congruence avec lui-même? Je vous propose de garder en tête cette notion de congruence. Est-ce que vous apportez satisfaction? Est-ce que vous aidez à faire en sorte que votre client soit en harmonie avec ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il veut vivre, Ensuite... Ce qui est important, c'est l'écoute. Notre écoute et nos preuves d'écoute, il faut qu'ils se sentent écoutés, sont la clé de toute la réussite de votre entreprise. Dès lors que vous êtes tout le temps dans l'écoute, c'est vraiment ça qui fera que vous aurez du succès dans votre entreprise. Donc, quelle est l'intensité de notre écoute? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Tout à l'heure, je le disais, est-ce que si je vends un logiciel, je suis au téléphone avec tous mes clients? Sans doute pas, mais voilà. Quelles sont les preuves? Comment on fait on lui prouve qu'on est en train de l'écouter? Et quels outils, quels résultats on attend de cette écoute? Parce qu'on n'est pas non plus des psys à s'installer dans un fauteuil pour écouter tous leurs problèmes. Un témoignage là-dessus, je me rappelle une fois d'un une discussion que j'ai faite en tant que client, et elle a duré, ça devait être presque un plaisir. Et puis, mais comment se fait-il que je sois resté au moins 20 minutes à dialoguer sur un clavier alors que je n'aime pas ça? C'est parce qu'à chaque fois, le bon correspondant reprenait les mots de ma question. Il reprenait les mots. Je vous invite à noter cette formule. Quand vous reprenez les mots de quelqu'un, vous déclenchez 3 émotions au niveau cérébral. Vous le sécurisez. Ah ben au moins il m'écoute, c'est rassurant. 2, vous lui faites plaisir, on parle le même langage. 3, vous le valorisez. Ce que je dis est important. Mais juste, je vais donner un autre exemple. Donc moi, j'ai un de mes associés qui est coach PNL, c'est pour ça que je vous en parle beaucoup, et on fait des formations avec lui. Le mimétisme est extrêmement puissant. Donc on était dans une salle, une trentaine d'élèves, et on avait une personne qui était très réfractaire à la PNL. Et donc pendant qu'il était en train de discuter, il prenait les mêmes positions qu'elle, donc elle faisait ça avec son crayon, pendant qu'il parlait. Voilà. Et à un moment donné, il s'est mis en mimétisme, elle lui posait des questions, il utilisait les mêmes mots, et puis il a fait ça comme ça, et la personne, sans se rendre compte, elle a levé la main aussi. En fait, le mimétisme, c'est presque de l'hypnose, hein, puisque la PNL, en fait, c'est l'hypnose rapide. C'est très, très, très puissant. Donc, dès lors que vous allez pouvoir faire ces connexions-là, vous allez très rapidement rentrer en congruence. Utilisez les mêmes mots, reprenez les questions. Si vous êtes si vous êtes en contact, essayez de prendre les mêmes positions qu'eux, etc. Et vous vous rendrez compte que
vous allez très vite créer un lien et on sera dans la vraie émotion et on va créer de la confiance très rapidement. La collecte de données toujours plus récentes est essentielle. On ne motive pas un client sur le passé, on le motive sur son actualité et son futur. Je me répète, on ne conquiert pas un client sur son passé, mais plutôt sur son actualité et son futur. D'où la retranscription de ce qu'il nous dit et sur lesquels on va pouvoir co-construire. Quelle est notre puissance de collecte de données immédiates par le client? Donc l'enjeu, il est là. On va revenir sur les émotions, mais l'émotion est vraiment le mot-clé aussi, hein. Les émotions que nous suscitons est un filtre mémoriel, c'est-à-dire qu'on dit souvent il faut créer une expérience inoubliable en termes de vente. Alors comment je vais faire pour avoir une expérience inoubliable dans mon processus d'achat? Et c'est ce qui va générer la décision, parce qu'en fait un acte d'achat c'est tout sauf rationnel, hein. Y a personne qui prend une décision d'achat en rationnel. Si vous demandez pourquoi vous avez acheté, parce qu'il était sympa, parce qu'il m'a... Voilà. Donc c'est pas le rationnel. Et surtout que le rationnel, on peut rapidement l'oublier s'il y a des bonnes émotions. Rappelez-vous comment le vendeur chez Boulanger vous a fait acheter la télé 2 fois plus chère que celle que vous vouliez, parce qu'il a fait du relationnel. Voilà. Donc, quelles sont les émotions que nous sommes capables et que nous voulons générer selon les informations? Moi, par exemple, je dis à mes équipes, quand vous avez quelqu'un au téléphone, je veux que pendant les 15 premières secondes de l'appel, la personne se sente super mal. Pourquoi? Je lui rappelle tout ce qu'elle... Pourquoi elle est là au téléphone avec moi? C'est parce qu'elle vit ça. Donc, et après, on va rentrer, on va réadoucir la conversation. Mais ce que je dis bad, c'est qu'il faut vraiment aller profondément. Plus on sera profondément, plus on ira rapidement vers la solution. Et quels sont les renseignements qu'on a vis-à-vis de nos clients? Un mot là-dessus sur l'information et les renseignements. Qu'est-ce que c'est qu'une information? C'est une donnée qui est écrite quelque part. Qu'est-ce que c'est qu'un renseignement? C'est une donnée qui n'est écrite nulle part, mais qui est relative à la vie du client. Donc vous l'avez compris, c'est le renseignement qui a beaucoup plus de puissance motivationnelle que l'information. C'est pour ça que LinkedIn trouve ses limites. Quand on appelle un dirigeant, je vous appelle parce que vous êtes directeur général, etc. L'autre, ah oui, ça je le savais, ça mon vieux. Hein. Puis vous avez fait ça. Attendez, ça c'est le passé, ça. En vérité, il faut avoir des renseignements sur lui. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, être présent dans les assemblées, dans les salons professionnels, etc. Vous devez être affamé d'informations et de renseignements centrés sur l'actualité de votre interlocuteur, de votre futur client. C'est le renseignement qui vous dira pourquoi aujourd'hui il est malheureux et pourquoi il vous veut devenir heureux. Et on y revient toujours, l'écoute, le questionnement. Mmh. C'est à moi ou à toi? Je viens de faire les émotions, donc c'est à toi. Bon. Il nous faut gagner en agilité, la fameuse agilité, c'est-à-dire avoir plaisir à améliorer en permanence, pour solliciter régulièrement les 5 sens de nos clients. Nous l'avons évoqué. Comment notre process commercial peut-il gagner en agilité par rapport aux critères du client et ses 5 sens pour qu'il soit encore plus satisfait et heureux? Alors je précise le mot satisfait. Un client est satisfait lorsqu'on a répondu à ses besoins. Un client est satisfait lorsqu'on a répondu à ses besoins. Un client est heureux lorsque nous l'avons aidé à se réaliser, à être plus. Voilà. Dans la satisfaction, il y a la notion d'avoir, d'accumulation. Dans être heureux, il y a le mot être. Et donc, on l'aide à se réaliser. Mais en l'occurrence, c'est pas facile. Écouter quelqu'un, ça peut prendre du temps. Donc, il faut se donner des standards. Il faut donner des points de repère, il faut être agile. Oui, alors effectivement, ça prend du temps. Il ne faut peut-être pas non plus... je vous dis, on n'est pas des psys, quoi. On n'est pas assis dans le canapé et puis la personne... Donc, il faut quand même contrôler tout le processus, en fait. Hein. On prend toujours le contrôle sur le processus. De la même façon, hier, j'avais du coup quelqu'un de mon équipe qui me dit « Tiens, il y a quelqu'un qui m'a proposé un rendez-vous téléphonique. Je pense qu'il donne un autre cible. Est-ce que je le fais ?» Qui a pris le rendez-vous? C'est lui qui t'a demandé d'être en rendez-vous? Oui. Alors non, tu ne le prends pas. Tu lui dis que tu n'es pas disponible, tu ne prends pas le rendez-vous. Et quand toi, tu prendras le dessus sur la relation et que tu auras la main sur son processus, tu auras le rendez-vous. Là, aujourd'hui, c'est lui qui va essayer de te closer, c'est pas toi qui va le closer. Il va te closer par son produit. C'est-à-dire qu'il va vouloir la solution qui lui paraît être la bonne et il va te dire si vous faites pas ça, j'ai pas envie. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt. Donc tant pis, je vais simplement lui envoyer d'autres informations, j'irai plus loin, mais
Donc c'est aussi ça, être agile, c'est savoir dire non au bon moment pour pouvoir derrière revenir avec la bonne information et reprendre le contrôle sur la décision commerciale. Les 5 sens aussi, c'est très important. Quand vous êtes en communication et que vous leur demandez de détailler par exemple une situation, il y a des gens qui vont vous dire bah voilà, j'ai vu, par exemple si on décrit aujourd'hui, vous allez dire bah voilà, il y avait 2 personnes sur la scène, j'ai vu un PowerPoint, donc ça c'est quelqu'un qui est visuel. Et il y a des personnes qui sont auditives. On a écouté des personnes, donc les mots sont importants parce qu'il va vous parler d'écouter. Ou alors, il va parler, il y avait des senteurs, il y avait le buffet, etc. C'est souvent intéressant de poser les questions sur le buffet parce qu'on peut utiliser les 5 sens. Ou alors, il y a des gens qui vont parler de leur ressenti. Donc, ils sont kinésistes. Et c'est important de rentrer dans leur langage aussi. Il faut être un peu caméléon qu'on est en train de vendre. Si vous dites à quelqu'un qui est auditif, T'as vu ce qu'on a fait ? Il ne processe pas du tout. Il va répondre oui parce qu'il est poli, mais il ne l'a pas processé. Donc, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit ? Alors, la question plus simple, c'est est-ce que ça fait du sens pour toi ? Comme ça, peu importe son sens, il l'a compris. Mais ça, c'est important de travailler les sens parce que, encore une fois, on est dans une relation humaine, on est en train de vendre, mais ce n'est pas votre entreprise qui est en train de vendre à une autre entreprise, c'est vous, personnellement, qui est en train de vendre à une personne qui va prendre des décisions et puis qui va essayer d'abord se sécuriser. Comment allons-nous transformer nos clients en ambassadeurs selon leurs critères ? Et puis, Florian, chaque jour sur une échelle de 0 à 10, quelle est l'intensité de notre plaisir et besoin de contribuer à la réussite de notre client ? Enfin, en fait, finalement, c'est la question que vous devez vous poser tous les matins. C'est pourquoi je suis en train de faire ça. Quelle est l'intensité que j'ai envie d'y mettre aujourd'hui ? Pourquoi mon entreprise, j'ai envie d'aller lui donner telle ou telle direction ? Parce que, en toute honnêteté, pour avoir créé cette société, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sympas quand on crée une boîte. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'être plaisant avec mes clients, pourquoi j'ai envie de passer une bonne relation. Et je vous le disais tout à l'heure, moi, plus je crée une société, plus je suis ultra spécialisé, plus je suis niché, et plus je suis capable de vous dire exactement qui sont les clients avec qui je travaille. Et selon la réponse qu'on a envie de se donner, comment on va l'expliquer, qu'est-ce qu'on fait en face, qu'est-ce qu'on met comme type de stratégie, et comment on va faire évoluer nos réponses, mais finalement notre entreprise pour faire évoluer en fonction des évolutions aussi de nos clients, comment on va faire en sorte de leur apporter le plus de plaisir possible tout en prenant le plus de plaisir possible. En fait, il faut aller chercher vraiment que du positif tout le temps dans notre process. Alors, juste un mot aussi, c'est quand même un peu gonflé de dire sur une échelle de 0 à 10, je vous propose 2 adages que vous connaissez par cœur. Tout ce qui ne se mesure pas tend à se dégrader. Tout ce qui ne se mesure pas tend à se dégrader. Donc il faut avoir une forme d'auto-évaluation pour soi-même, avec son équipe, parce que comme ça, selon la réponse, on sait ce qu'on a à faire. Puis la deuxième adage que vous connaissez, est vrai ce qui se mesure, mais en même temps, si c'est mesurable, alors c'est manageable. Si c'est mesurable, alors c'est améliorable. Donc il faut toujours, nous vous recommandons de mettre ces fameux indicateurs, mais en plus, c'est pas savoir sur le combien, mais où est-ce qu'on en est pour encore avoir plus d'aisance, de plaisir, d'agilité dans notre métier, dans notre activité. Mmh. Et il est quelle heure ? 11h47, il nous reste un quart d'heure pour pouvoir encore dialoguer. En tout cas, n'est-ce pas Florian ? Nous, notre plaisir à avoir été avec vous est de 10 sur 10. Un grand merci à vous. Merci à Thomas, à Damien, à Stéphane. Merci à vous de votre gentillesse. Et puis, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez nos coordonnées. Je vois des personnes qui ont bien raison de prendre des photos. Il est prévu, vous pouvez nous contacter dans les jours et les mois qui suivent pour dire « Jérôme, Florian, je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voilà. Et ce sera avec grand plaisir. Un grand merci à vous. Merci Jérôme, merci Florian. Je crois qu'on a tous été très heureux d'être avec vous. Vraiment, c'était une très belle intervention de qualité, avec comme d'habitude du concret, de l'expérience, du vécu, des notions aussi fondamentales qui sont toujours intéressantes à rappeler. Donc vraiment, c'était vraiment passionnant. Je crois qu'on peut les appeler redire une nouvelle fois. Donc je vous propose qu'on puisse prendre un petit temps pour des questions. Voilà, à la salle, s'il y a quelques questions suite à cette intervention, n'hésitez pas. C'est le moment d'en profiter.
bien une. Bonjour, Eric Robinet, Société L'Infobanque. J'ai une question concernant LinkedIn. Il y a quelque chose qui m'énerve souvent sur LinkedIn, c'est les gens qui postent juste ouais, super, bravo, j'aime, etc. Moi, quand je fais un post, j'essaie que ça soit un post constructif, qui apporte quelque chose, une critique dans le bon sens du terme. Mais par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que finalement, ces gens-là ont quand même pas raison de faire, par rapport à la personne qui poste, juste pour se signaler, de dire bah, bravo, j'aime. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'il vaut mieux, comme moi, faire juste un j'aime et puis voilà, ça suffit? Alors déjà, il y a une désillusion qui je vais vous expliquer, que sur LinkedIn, pour être influenceur, il faut avoir un pod. Un pod, c'est quoi? C'est un groupe d'amis qui va venir commenter systématiquement toutes vos publications et qui vous ferait la même chose sur leurs publications. Donc c'est souvent eux les j'aime, etc. Puisque pour avoir des pods qui fonctionnent bien, on finit par avoir une trentaine de posts à commenter par jour et qu'on n'a pas particulièrement le temps d'aller mettre un commentaire. Très long. Donc ça c'est une première réalité, hein, le pod. Pourquoi ça? Parce que en fait, quand vous avez un post sur LinkedIn, pour avoir de la visibilité, vous avez on dit les 36 premières heures, mais en réalité c'est même les 3 premières heures. Plus vous aurez de commentaires et plus vous aurez d'interactions, le commentaire est beaucoup plus intéressant, plus vous aurez de visibilité sur de l'interréseau, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc il faut avoir le plus possible de commentaires sur votre post. Donc ça c'est la première raison pourquoi il y a ça. La deuxième par contre, effectivement, une des techniques de visibilité sur LinkedIn les plus puissantes, c'est de faire une dizaine de commentaires par jour. Mais là, je vous invite à apporter de la valeur systématiquement dans votre commentaire. Par contre, en fait, la valeur, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont liker, donc ils vont aimer aussi votre commentaire, pas seulement le post, mais aussi votre commentaire, et ils vont voir votre photo, ils vont voir la petite ligne en dessous de votre nom. Évitez de mettre CEO, ça sert à rien, on s'en fout que vous soyez CEO ou directeur général. Ce qui intéresse, c'est quelle solution, quelle promesse vous me faites. Je vais vous aider à avoir plus de clients, je vais vous aider à résoudre telle ou telle problématique sans cette déconvenue ou cette déconvenue. En fait, du coup, votre commentaire est visible. Et on peut voir la petite ligne. Moi, je dis aux gens, en fait, tout simplement, tous les jours, de poster 10 commentaires, mes clients. 10 commentaires, ça peut prendre 1 heure. Et surtout, faites attention de commenter, ça c'est de la mécanique de LinkedIn, hein, commentez là où sont vos clients. Faites-vous pas plaisir sur LinkedIn, encore une fois, on est dans du business. C'est pas parce que il y a telle ou telle association qui vous aimait bien, qui a posté un truc, bah, évitez ça, parce que plus vous allez poster sur des choses qui ne vous intéressent pas, moins les opportunités commerciales seront visibles pour vous, puisque l'algorithme vous montrera que ce que vous avez, ce qui vous fait plaisir. Donc montrez-lui que ce qui vous fait plaisir, l'algorithme, c'est votre cœur de métier. Donc il faut faire attention à ce qu'on commande. Donc vous prenez une dizaine d'influenceurs dans votre écosystème, et puis systématiquement, quand ils postent, bah, voir des concurrents, c'est très bien. Moi, voilà, je leur dis, allez gross hacker la visibilité de votre concurrent en allant poster des commentaires. Lui, ça l'aide. Et puis, comme on ne peut pas plaire à tout le monde, il y a des clients qui viendront vers vous plutôt que chez votre concurrent. Donc, il faut mettre de la valeur dans son commentaire. Il y a peut-être la place pour une seconde question. Ah, je vois là-haut. Vous avez parlé beaucoup de la PNL, mais du coup, moi personnellement, je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, voilà. Alors, la PNL, c'est programmation neuro-linguistique. En fait, c'est comment comprendre comment son cerveau fonctionne et comment. Alors, la première étape, hein, quand on est praticien, c'est comment fonctionne notre cerveau, comment on crée les émotions. Pour être plus simple, si par exemple vous avez un enfant qui a jamais vu un zèbre. Il va voir en fait tout simplement il ne saura même pas que c'est un animal, donc il va voir un être qui bouge et qui est blanc et qui est avec des traits sur la peau noirs, et puis un jour il va en créer, on va lui dire ça c'est un zèbre. Donc il a compris que ça c'était un zèbre. Et puis dans son ancrage, donc son souvenir, il va savoir que ça fait ce bruit-là, que ça a cette odeur, etc. Donc en fait, la PNL, c'est comprendre comment, à un moment donné, une information est traitée par notre cerveau et comment nous, on peut la modifier.
Alors je suis pas spécialiste et moi je suis pas maître PNL, donc je sais que c'est en train de filmer et que mon associé va me dire t'as dit n'importe quoi sur la PNL, mais ça c'est pas grave. Mais la PNL en fait, ce qui est magique avec, c'est que c'est utilisé pour des thérapies brèves. Par exemple, des gens qui ont des peurs, on va pouvoir en fait rentrer dans leur. Vous avez peur des araignées, vous avez peur du vide, et ben on va en fait prendre la personne dans son cerveau puis on va la mettre loin de son événement de peur. Donc on va lui demander de décrire qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que c'est ça. Et après on va pouvoir dire bon, ok, vous entendez, par exemple pour les militaires, vous entendez des bruits des bombes, etc. Comment on pourrait faire pour que vous vous sentiez plus à l'aise donc c'est encore des questions ouvertes. Hein. Comment on pourrait faire pour que vous vous sentiez plus à l'aise vis-à-vis de ces bombes? Et bien, tout simplement, est-ce qu'on peut baisser le volume? Ouais. Donc en fait, on va reprogrammer l'émotion qui vivent avec cette situation-là. Donc ça peut... voilà. Et du coup, comment c'est venu? C'est que donc à l'origine, la base, c'est de l'hypnose. Hein. Et sauf que on est en après-guerre, la PNL elle est sortie d'après-guerre, on est en après-guerre, et on a de plus en plus de personnes qui ont des traumatismes de la guerre, et on peut plus faire des thérapies longues. Et on a 3-4 grands experts qui arrivent à hypnotiser quelqu'un, il y en a juste avec le toucher, donc c'est des kinétiques, juste avec une parole ou avec un son. Et donc on arrive à très rapidement rentrer en congruence, alors c'est beaucoup plus fort que la congruence, mais dans un état où la personne, on va pouvoir jouer sur ses émotions, on va pouvoir aller créer une relation très très forte avec elle. C'est généralement ce qui se passe dans le premier rendez-vous, si on reprend la relation amoureuse. Vous savez, c'était génial, j'avais l'impression de le connaître depuis des années, puis on faisait les mêmes gestes, et puis etc. Bon, si vous avez face à vous un PNListe, c'est simple, en fait, à chaque fois que vous prendrez votre verre, il prendra son verre, à chaque fois que vous mettrez la main sur la cuillère, il prendra la cuillère, etc., pour créer, en fait, cette osmose. Voilà. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans des échanges et comprendre ce qui est important pour son client. Donc c'est finalement la base de se comprendre soi, c'est pouvoir être PNListe. J'aurais un commentaire. La PNL est une école parmi d'autres, mais qui est redoutablement efficace. Maintenant, vous savez très bien que la valeur d'un outil dépend de l'éthique, de la morale de celui qui l'utilise. Alors, je vous propose de distinguer deux notions. Il y a manipuler et il y a impulser. Dans la manipulation, on se sert de l'autre à son propre insu, et à la fin, il y aura un perdant. Monsieur Bernard Madoff était un manipulateur. Dans l'impulsion entre deux amis sincères, comme dans un couple qui s'aime, les deux personnes ne se manipulent pas. Hein. Elles se donnent mutuellement, sincèrement, envie de rester des amis, de rester en couple. Donc la PNL peut permettre effectivement d'optimiser ses relations à une condition, c'est d'impulser en permanence. Et je reviens encore sur l'étymologie du mot client. Il se met sur votre protection, vous êtes responsable, les yeux dans les yeux, d'assurer sa protection. On n'a pas le droit de manipuler. On a la mission de donner envie, sincèrement, d'impulser sincèrement. Oui, alors justement, hein, une des bases pour pouvoir entrer en contact, c'est qu'il y a une demande, en fait. Donc si la personne elle vous demande de venir l'aider ou elle vous demande elle est face à vous, elle a ouvert finalement ce canal que vous allez pouvoir utiliser derrière. C'est difficile vraiment purement manipuler. Et j'aurais un dernier commentaire. Le terrible défi qui est le vôtre, c'est tout ce que nous a dit Florian, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, les cerveaux humains sont saturés. On est capable à peu près d'avoir 74 000, 76 000 pensées par 16 heures de veille. Hein, je traverse la rue, j'entends un klaxon, hop, j'accélère, je regarde, c'est une pensée. On est capable d'assurer 74 000, 76 000 pensées par 16 heures de veille. Mais on a tellement de sollicitations que le cerveau est saturé. Donc l'enjeu, c'est de produire une valeur qui va donner envie de se concentrer. Et là, je vois les personnes qui, très légitimement, ont quitté la pièce. C'est parce qu'elles-mêmes ont des engagements et sont saturées. Donc, vous voyez, le redoutable travail et formidable travail d'écoute, de personnalisation pour arriver à surmonter cette saturation au niveau du cerveau. Mais en tout cas, je me tourne vers les jeunes gens qui sont ici. Tout ce dont on parlait, on n'en parlait pas il y a 20 ans. Là, vous gagnez 30, 40 ans par rapport à des quinquagénaires, je le connais. Hein. Vous allez faire de très, très, très belles choses. Vous allez rendre très, très, très heureux. Ok, donc je vous propose, de toute façon on aura l'occasion, hein, Jérôme, de se revoir tout au long de la saison. Voilà, donc encore une fois, s'il vous plaît, si vous pouvez les applaudir. Voilà.
Je vais maintenant appeler en fait Cécile Desnoyelles, voilà, qui est notre directrice. Je vais la laisser se présenter. Merci Thomas, bonjour à tous. Donc, je suis en charge des marchés spécialisés au Crédit Agricole. Donc, ça veut dire le marché des professionnels et des entreprises. Donc, en tout cas, j'espère que cette séquence vous a intéressé, que nos deux animateurs, ambassadeurs Florian et Jérôme, ont pu vous sécuriser en témoignant de leur expérience et de leurs apports techniques. Que du coup vous y avez eu du plaisir et que ce moment permettra votre épanouissement personnel pour que vous deveniez des ambassadeurs et que vous reveniez le 20 février lors du prochain Start Meetup. Deuxième petit point, c'est vous dire un petit mot sur le village, puisque j'ai vu qu'il y avait à peu près 30% de nouveaux, donc peut-être certains ne connaissent pas le concept du village. Donc c'est spécifique, c'est surtout de la région Franche-Comté, et c'est une association entre partenaires pour développer et s'impliquer sur le territoire de Franche-Comté. Donc ça peut vivre grâce aux partenaires, grâce à l'implication des collaborateurs qui le font vivre par des animations comme Start Meetup, et puis tout un dispositif pour accélérer sur l'innovation en Franche-Comté. Donc voilà, s'il y a aussi des entreprises qui veulent devenir partenaires du village, on est à votre disposition à tout moment pour nous aider à faire vivre et à continuer cette belle expérience en Franche-Comté. Et puis, dernier point, c'est remercier les équipes qui s'engagent à chaque fois et qui s'impliquent pour que ce soit une réussite. Donc, merci aux partenaires pour leur présence et merci aux équipes d'avoir préparé ce beau Start Meetup. Voilà. Peut-être juste un mot sur la prochaine édition, puisqu'on connaît déjà l'intervenante qui va binômer Jérôme, parce que Jérôme, je ne sais pas si ça avait été clair, mais en fait sera notre intervenant fil rouge sur l'ensemble des 3 interventions Start Meetup de cette saison. Et la personne qui sera avec est Madame Thébault, et c'est une bisontine, et c'est pas souvent qu'on a des régionaux, et là ce sera le cas, qui est en fait la directrice du cours hôtelier, du fameux cours hôtelier de Besançon, et qui rayonne au niveau national, vous savez, dans les plus grands hôtels du monde, puisque finalement, en termes d'accueil client, parce qu'on parlera de l'entretien en tant que tel et du huis clos de l'entretien, et en termes d'accueil client, on a 1000 techniques à apprendre de l'hôtellerie de luxe qui ont élevé à l'état de grand art, en fait, ce moment-là, et elle viendra binômer Jérôme, donc je crois que ça va être super.